Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Spirit of Rally. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Anne-Chantal Poels, la célèbre copilote de François Delecourt, qui a copiloté François durant toute la première partie de sa carrière. Donc je vais les inviter tout de suite. Et je serai aujourd'hui avec mon camarade Olivier. Hop, alors Olivier s'est invité et j'invite Anne-Chantal. Hop, voilà qu'elle est invitée. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Olivier. Et j'attends Anne-Chantal. Voilà, parfait. Bonsoir. Et maintenant on devient prise des pros, Bonsoir. hein. Ça Ouais. marche tout de suite. Là, on est au top, hein. Ouais. Là, on est bon. Bien, bonsoir Anne-Chantal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Donc les gens vont arriver petit à petit. Ce soir, on va discuter de ta carrière. Alors, j'aurais voulu faire plein de questions, mais déjà, il a fallu se limiter un petit peu. Mm. Donc, dans un premier temps, on va, on va parler des année après année, puis après, on va divaguer un petit peu au niveau des questions. Donc, pour les spectateurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, dans la petite icône avec le point d'interrogation. Tout de suite, on va commencer par la première question. Donc, moi, j'ai ce petit bouquin. Hop, que j'ai. Alors, je sais pas, non, on voit à l'envers. Ouais, à l'envers, ouais. Ouais, il est à l'envers, dommage. Moi, Non, je l'ai mais je ne l'ai adoré. pas livré comme C'est- ça, hein. Non, 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 il est pas livré comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as écrit ce livre? Euh, Parce qu'on s'ennuyait pendant le Covid. ouais. C'était le premier confinement et du coup, on n'avait plus rien à faire. On ne pouvait plus voler, on ne pouvait plus rouler, on ne pouvait plus sortir. J'ai dit, tiens, c'est le moment de faire ce livre que Mm. François me réclame depuis des années. Et en fait, c'était une super idée. D'abord, on s'est retrouvés, nous deux, avec Priscille chez eux, donc dans le sud de la France, un petit peu de semaine après le Mhm. premier confinement. Et on a rigolé pendant une semaine à rechercher les souvenirs parce que moi, j'en avais un bout, il en avait un bout, j'avais pas mal de photos, il en avait d'autres. Et du coup, on a recollé tout ça pour pouvoir faire l'histoire. Mhm. Et on s'est vraiment bien marré. Ok. Olivier. Et le premier rallye, donc là, en Picardie, Oui, est-ce que c'est ce rallye qui t'a convaincu qu'il avait un talent particulier ou déjà avant, en nous faufilant sur les chemins locaux, tu avais vu qu'il y avait un truc particulier oui, en oui. plus Avant, c'était avant. avant? On était en cours de code et de conduite ensemble, puisque moi je passais mon permis moto et lui son permis voiture. Mhm. Et déjà on est sortis ensemble, c'était mon petit ami à l'époque. Et puis quand il a eu son permis voiture, il me dit viens, je t'emmène avec l'Auto Bianchi à 112 abarth que je viens d'acheter. À l'époque, il dessinait chez son papa, il était dessinateur donc dans le cabinet d'architecture. Mhm. Et donc, il m'a emmené rouler, mais à toute blerzingue, un truc de dingue sur route ouverte, la fameuse descente des pavés que tout le monde connaît maintenant. Mhm. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, non, mais alors toi, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, moi, je savais déjà conduire, puisque j'ai appris aussi à conduire à 11 ans. Et non, mais alors là, il m'a scotché. Et j'ai dit, alors là, ça, je veux faire des rallyes avec toi. Mhm. Parce qu'il m'avait dit, pendant la descente, tu vois, c'est ça que je veux faire, je veux devenir pilote de rallye, etc. Mais tu vois, tu as les deux gamins, quoi. Moi, je sais pas, je devais avoir 17 ans et lui Mhm. 19 ou un truc dans ce goût-là. Tu vois, tes gamins, toi, qui t'annoncent qu'ils veulent faire des rallyes, mais Mhm. tu dis, rentre à la maison, va faire tes devoirs, quoi, genre. Donc, effectivement, au Picardie, c'était un bon résultat en soi, ce fameux rallye de Picardie, mais on n'a pas du Mhm. tout été aidés. On s'est fait dézinguer par la concurrence. Enfin, ils ont vraiment pas été cool avec nous. On était les deux affreux Jojo, les derniers inscrits avec une bagnole complètement d'origine. Et puis, en fait, ils nous ont calé en gros pas parce qu'il y avait des jantes qui n'étaient pas d'origine. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, enfin bon bref, non, c'était naze. Mais sinon oui, c'était étonnant parce qu'on prenait avec l'auto Bianchi à barre dans la fameuse descente de Liomer qui existe encore aujourd'hui. On prenait Mhm. 170 km/h, hein. Il fallait Ouais. oser hein, quand même, hein. Ouais. Avec Une voiture de série. la petite voiture. Exact. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, c'était costaud. Mais ça marchait bien ces autos. Votre premier rallye, c'est le dernier de mon père et d'un copain à l'époque. Et ils en ont usé deux ou trois, mais c'était vraiment un avion, ces petits machins. Ouais, ouais, sérieux. Ça allait bien, hein, Moi, c'était sympa, ouais, hein. j'aimais Ça bien, ouais, chantait, ouais, le j'aimais moteur bien. était cool, hein. C'était drôle. En fait, leurs deux épouses, et, et Dominique, avaient toutes les deux l'auto Bianchi pour aller faire les courses. Et il y en a une des deux qui courait et l'autre qui servait de mulet Rocco. Et elles ont servi à tout, les voitures. Elles servaient de banque de pièces. Quand l'une était en panne, qui courait, l'autre. On a tout fait avec ces caisses. C'était impressionnant. C'était Excellent. solide, hein, avec ce qu'ils leur mettaient dedans. Ouais. Ouais. Ok. Donc pour votre deuxième rallye, vous voyez les choses en grand avec les boucles de Spa en Belgique.
Comment est-ce que cette idée vous est venue à l'esprit Mais en fait, ça venait d'un constat simple, hein, c'est que en championnat régional ou national à l'époque, c'est-à-dire dans nos moyens, entre guillemets, on faisait très peu de kilomètres. Donc, tu ne peux pas apprendre. Tu as besoin de longues épreuves et de faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir apprendre. Donc, on s'est dit, bah, attends, pourquoi pas faire une grande épreuve? Oui, mais on n'a pas de fric. Bah, c'est pas grave, on va trouver quelque chose avec une voiture pourrie. Oui, parce qu'attends, entre-temps, faut quand même avouer que l'Auto Bianchi, la 112 Abarth, elle est partie en tonneau sur route ouverte à un retour de je sais plus où, de Lille d'ailleurs. On est parti en tonneau parce qu'on a claqué un amortisseur Koni qui a explosé en pleine longue courbe droite. Donc sur route ouverte, on est passé, c'est parti complètement en live. On est parti en tonneau sur l'avant, on a fait 6 ou 7 tonneaux, on s'est retrouvé de nuit, la tête dans le fossé. Alors, moi, j'étais coincée avec le harnais parce que j'avais la tête en bas et j'avais les cheveux qui étaient dans la flotte du fossé. Et François a réussi à sortir par la custode arrière, par le coffre arrière qui était pété. Et puis il me criait, sors, il y a des rats, sors. Donc bref, exit l'Auto Bianchi à 112 Abarth et on n'avait pas d'assurance, je ne me souviens pas pourquoi, ou là on devait peut-être attendre un remboursement d'assurance. Bref, 2 mois après, on arrive au départ des boucles de Spa avec une bagnole complètement pourrie qu'on nous avait vendue, nous, pauvres crédules. Et en fait, le bas moteur était fendu de cette voiture. Le carter moteur était fendu. Et donc, on arrive aux boucles de Spa avec un mini budget, 4 pauvres pneus. Et en fait, on s'est fait remarquer direct parce que on faisait des super bons temps avec la trapanelle jusqu'à ce que, évidemment, le moteur casse. Donc, retour maison, que basse. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on a dû attendre 1 an supplémentaire pour avoir une autre voiture, la Samba Rally, qui était toute neuve et qu'on est allé traîner une fois de plus sur les boucles de Spa. Alors là, c'était génial parce qu'on a fait un super résultat. Je me souviens plus, j'ai plus en tête. On a fait un super résultat. Tous les journalistes sont venus nous voir en disant, mais t'es qui toi, d'où tu sors? Et en fait, on était là, les 2 couillons de service. On n'avait même pas de combinaison à l'époque. Il n'y avait pas les combinaisons en Belgique, c'était pas obligatoire. On avait juste balancé un arceau de harnais, puis basta, quoi, un roule. Avec la voiture en rodage, genre. Donc c'était assez drôle. Donc les boucles de Spa, ouais, c'était une super épreuve parce qu'il y avait, je ne sais plus combien de kilomètres, mais c'était digne d'un championnat du monde actuel. Ah, vous avez le bonjour du chat. Viens, viens le chat. Viens, dis bonjour. J'ai vu passer Yves Loubet, là, qui doit être là. Bonsoir Yves. Et Inning Selberg également qui nous a fait un petit coucou. Bonsoir, il va pas comprendre grand chose à Inning. Bonsoir le chat, marrant. Bonsoir le chat. Bonsoir les chats. Ouais, mais il y a les boucles de Spa, les rallyes là-haut, mais il y a le Monte Carlo aussi avec la Samba. Et puis, oui. Alors ça, ça a été, ça c'était en 84 avec la Samba. On a réussi à avoir un minimum d'aide parce que finalement, à force de frapper aux portes partout, c'était un peu mon rôle en fait, la recherche des sponsors. On a réussi à avoir une aide de Peugeot Lille. Peugeot Lille avec le club Peugeot Talbot Sport de Lille et tout. On s'est fait pas mal de potes. Et ils nous ont aidés, ils nous ont filé, je ne me souviens plus quoi. Il y avait une voiture de reconnaissance, enfin je sais plus. Et donc nous voilà partis pour faire le rallye de Monte Carlo. Alors là, c'était l'aventure parce qu'il y avait un challenge, un winter, Pirelli Winter. Et c'était donc les premiers pneus sans clous, ce qu'on appelait les pneus hiver. À l'époque, ça s'appelait les pneus neige, sans clous. Et c'était super compliqué, en fait, de pouvoir, sur une année enneigée, de pouvoir réussir à faire un bon résultat. Mais on a quand même réussi parce qu'en fait, cette année-là, je crois qu'on a fini, je ne sais pas s'il n'y a pas 17e, mais le chat pousse-toi. Ouais, non, c'est un beau classement. On a fait un super classement, c'était incroyable. On a fini 2e ou 3e au classement général des pneus Winter. Et c'était incroyable. C'était une année de dingue. Il y a une des spéciales qui s'appelait le col les Savoyons, je crois. On ne pouvait pas monter. Il y avait tellement de neige, c'était tellement raide, on ne montait pas. Tous les gens étaient plantés à droite, à gauche, partout. Et François a une idée de génie. Il a dit, je vais monter en marche arrière avec le poids du moteur sur l'avant, ça va tracter, ça va mettre de la motricité sur les pneus, les roues motrices du coup. Et il me dit, mais mets-toi en plus sur le capot. Je dis, ouais, je monte sur le capot. Et me voilà sur le capot de la voiture, elle m'a accroché aux essuie-glaces. Non, vous vous imaginez. Et on a réussi à monter, on a été les seuls à réussir à monter jusqu'en haut du col. Alors moi, j'étais évidemment frigorifiée, hein, parce qu'en combinaison de nuit dans la neige, accroché sur le capot, debout sur le capot, accroché aux essuie-glaces. Enfin bref, je garde un souvenir de cette épreuve incroyable. Et à la fin de la spéciale, ils ont dit non, mais arrêtez,
soyez pas super contents, la spéciale est annulée à cause de trop de neige. Tous les gens sont plantés dans la neige. Bon, ok, d'accord. Dommage. Et là, c'est les boules, quoi. Ouais, Non, c'est mais les bleus. c'est une catégorie, c'était porteur d'être bien classé, cette catégorie. Il y avait Ouais, Peugeot je sais pas si c'est les mêmes années, mais qui avait engagé 2505 pour d'or chez Claude Laurent aussi. Et je me pareil, il souviens. y a eu des articles dans Auto Hebdo, dans l'échappement, sur ces autos qui roulaient sans clou. C'était porteur, effectivement, c'était un bon coup. Hein. Ouais, c'était top. Mais bon, il fallait pas tomber sur une année trop enneigée. Évidemment, c'était tombé sur nous. C'est ça. Et donc, monter sur le capot de nuit, même pas peur, quoi. Moi, j'ai peur de rien, moi. Ouais. Ouais. Ça, faut être courageux, quand même. Non, mais en fait, Du coup, il y c'est, a un contexte, hein. On était tellement motivés pour y arriver, ouais. parce que François m'avait clairement annoncé la couleur. Lui, il voulait faire ça. C'était son métier. Ça allait devenir son métier. Et puis moi, pareil, j'ai suivi en me disant, mais c'est pareil. Moi, j'ai pas fait d'études. J'ai tout arrêté pour les rallyes, en fait. Donc, il y avait un contexte, hein. C'était une espèce de surmotivation, une surenchère l'un et l'autre dans la motivation. Alors, c'était super drôle, en fait. On se montait le bourrichon l'un l'autre, parce que tu n'en as jamais un. Les deux, alors on est deux hyperactifs forcément, mais on était surtout à fond complet du matin au soir pour tout. Pour ça, notre mesure étalon, c'était le pneumatique. Ah, ça coûte quoi ça? On parlait de n'importe quoi. Ah ouais, ça coûte un demi-pneu quand même. Non, mais il faut voir jusqu'où ça allait dans le détail. C'était une époque de barjot complet. Olivier, C'est à moi, vous êtes sûr? je crois. En 85, on passe à la 205 GTI. Alors, dans le livre, tu écris qu'elle était de série, la première. Et bon, me régler à la vas-y que je te pousse, c'était les débuts aussi. Et il y avait une grosse différence par rapport aux autos de la coupe avec celle-là, j'imagine déjà. Oui, d'abord parce que nous, on n'avait jamais fait d'épreuve du championnat de France. On ne connaissait personne en championnat de France et on ne connaissait pas leur niveau de préparation. Donc, on est arrivé avec toute notre bonne foi, très très peu de moyens. On avait une voiture strictement d'origine. Et les deux, trois premières courses, c'était le Quercy de mémoire et je ne sais plus laquelle, peut-être vers Decazeville, là-bas, comment ça s'appelait ce rallye? Lozère. Le rallye de Lozère, donc c'était des manches sur terre. Et puis en fait, d'abord on s'est éclaté, on a découvert les spéciales de championnat de France, on a trouvé qu'elles étaient vachement belles. Et il faisait un peu moins froid qu'aux boucles de Spa et au Monte Carlo, donc c'était pas désagréable non plus. Et puis François avait un talent sur la neige et sur la glace, hein, qu'il a mis en pratique directement sur la terre. Donc on n'était pas dans les premiers parce qu'on prenait des valises de secondes au départ. Par contre, c'était incroyable le spectacle, le niveau de spectacle qu'il assurait à lui tout seul. C'était incroyable. Donc les spectateurs, les journalistes sont venus nous voir, pareil, en disant mais t'es qui toi? Ah ben on sort du nord de la France. Ouais, ouais. Alors, on n'avait pas l'accent ch'ti, mais ça aurait pu. Et puis on était avec notre trapanel. Et puis au bout de la troisième épreuve, si je me souviens bien, ou la quatrième de cette coupe, donc ça c'était en 85. Un type est venu nous trouver d'un lycée professionnel d'Hasbrook dans le nord de la France en nous disant bonjour, je vous propose de faire le réglage de votre voiture gratuitement au sein de mon lycée professionnel automobile, donc enfin en section automobile. Et si vous êtes d'accord, hein, si vous êtes content, on fait réglage châssis, réglage moteur, réglage truc, je sais pas quoi. Bon, nous, oui, ok, mais bon, de toute façon, la voiture, elle est performante. Non, tu parles que dalle. Elle était annoncée pour 105 chevaux. À l'époque, c'était les 1600 1600, Et en fait, on avait 88 chevaux. Donc, par Ah oui, rapport quand aux même. autres de la coupe qui avaient des voitures préparées, t'imagines la différence, quoi. Eux, ils devaient être aux alentours de 140 à peu près à la louche, parce qu'on n'avait pas de turbo là-dessus. Et nous, on était là avec nos 88 chevaux, on assure un spectacle de malade, hein. C'était un truc de fou. Donc là, on a dit, ok, là, on commence à comprendre. Alors après, on a compris aussi que l'usure des pneus, parce que forcément, nous, on avait joué que sur un rallye asphalte en Picardie. On avait fait 2 rallyes terre et asphalte et neige en boucle de Spa, parce qu'en fait, il y avait de la neige à Spa. On est quand même l'un des seuls équipages de rallye à avoir couru le circuit de Spa sur la neige. Il faut quand même le savoir. Et puis après, le Monte Carlo, tu vois, c'est pas du revêtement. Donc là, on a compris aussi l'intérêt d'avoir des pneus, parce qu'évidemment, on n'en avait pas. Donc nous, on finissait sur la corde tout le temps, à la limite de péter les pneus, de tout casser, quoi. Et ça a été un premier déclic, cette rencontre avec Michel du lycée professionnel d'Hasbrook, parce que
il nous a fait un premier réglage de voiture pour une fois, pour la première fois. Et là, on a quand même vu la différence après. Après, on a eu Bouillet qui s'en est mêlé aussi, qui est venu nous proposer son aide. Mais ça, c'était en 86. Ok. Hop là. Donc en 86, donc vous faites aussi le Monte Carlo. Est-ce que vous regrettez un petit peu tous ces Monte Carlo d'antan avec un peu avec les merde, j'ai oublié le terme, avec la concentration, avec tout le parcours avec la dernière nuit, tout ça. Est-ce que par rapport à aujourd'hui, c'est un peu Alors, c'est très différent d'aujourd'hui. C'est quasiment plus le même sport. Nous, c'était vraiment des sports d'endurance. Comme tu dis, le Monte-Carlo, c'était déjà 24 heures non-stop de parcours de concentration qui était fait pour nous épuiser, hein, disons-le clairement. Par contre, la caravane publicitaire que ça représentait était formidable. C'est-à-dire qu'on touchait toutes les populations de toutes les régions qu'on traversait. Quand on partait de Reims, on faisait tous les plateaux de Langres, etc. On arrivait de nuit dans la neige, la glace, etc. Et on arrivait complètement épuisé à Monaco après avoir fait, je ne sais plus, 1000 kilomètres, mais en 24 heures. Donc, tu arrivais à être en pointage. Il te restait 1h45, par exemple, avant de pointer. Sauf que comme on n'avait pas un copec, on ne pouvait pas se payer l'hôtel. Donc, on dormait dans la voiture. Donc, on a dormi un certain nombre de nuits dans la voiture, notamment à Gap, entre les deux parcours. C'était parcours commun et parcours de classement, je crois. Il y avait 4 heures d'étape. Nous, on n'avait pas de fric pour l'hôtel, donc on est resté planté dans la voiture à se cailler les miches gravement parce qu'on était dans la neige, forcément. donc oui, c'est vrai qu'on regrette. Moi, je regrette ces rallyes. Cette année-là, on a fait 880 km de chrono en 5 jours. Après le concentration, c'est un truc de fou, 880 km de chrono en 5 jours. Tu t'arrêtes jamais en fait parce que tu es dans la neige, donc même ton liaison, tu es à fond, les spéciales, tu es à fond, et puis t'as pas le temps pour dormir, pour bouffer, tu peux à peine faire pipi, quoi. C'est un truc de dingue. En termes de rythme, c'est un truc de fou. Et puis alors, quand tu as des voitures, côté professionnel, côté reposé, ça va, mais quand tu es amateur, que tu es déjà épuisé d'avance d'avoir préparé ta voiture en terminant à 3 heures du matin la veille de l'épreuve, oublie quoi. Mais bon, c'était pittoresque et puis surtout, ça avait le mérite de déplacer des foules de spectateurs incroyables parce qu'on était quand même des espèces de héros quelque part en endurance en tout cas. C'est vrai, et puis même sur taf, ça rigolait pas. Hein. Moi, je me souviens de descentes de dingue en 86 notamment. On a pété le moteur en 86 en spécial. C'était au départ de Sisteron, je crois. Sisteron-Thoard. Et je me souviens d'une descente dans la Chartreuse, je crois, où on était, il y a des murs de neige des deux côtés de la route. Et je me souviens qu'on rattrapait les concurrents, donc on doublait, on rattrapait, on redoublait. Il y a un moment, on arrive au cul d'une voiture, elle était à genre 300 mètres ou 400 mètres devant nous, donc il y a un moment, il y a une allonge. Il y a un gars, en fait, s'est retourné, il y avait tous les spectateurs qui regardaient une voiture, puis après, ils ne pensaient pas qu'il y avait une autre voiture derrière immédiatement. Et donc, on s'est retrouvé face à une foule, enfin il y avait, je ne sais plus, 5-6 personnes en plein milieu de la route. Moi, j'ai eu le réflexe de klaxonner avec le klaxon de la voiture parce que François était tellement concentré qu'il ne pouvait pas lâcher le volant. Et en fait, les mecs se sont retournés, nous ont vus, et je me souviens, j'en ai vu un qui s'est plaqué sur le mur de neige comme ça. Il y avait sa trace dans la neige, dans le mur de neige, quoi. C'est clair, tu as des flashs comme ça qui te restent en mémoire, 30 ans après, c'est un truc de fou. C'est super rigolo. Fabuleux à Chartreuse, 44 km, madame, c'était un truc de ouf, ça. J'habitais là-bas, c'était bon chez moi, là-bas, je connaissais. On a cramé de l'essence là-bas, je peux te dire. 86, moteur cassé, mais c'est l'année des péripéties, parce que bon, il y a eu Madère, il y a eu la location, l'accident. Alors, je sais pas s'il faut que je dise tout. Alors, quoique, maintenant, il y a prescription. C'est dans le livre, de toute façon. Ouais, il y a des trucs dans le livre, mais bon. Ah, tout n'y est pas, tout n'y est pas. Tout n'y est pas, ok. L'inavouable n'y est pas. Ok. C'était une mauvaise année. C'est une année pourrie. Mais François, il y a eu des moments, il a eu la scoumoune quand même. Alors, juste une chose, Anne Chantal, pardon, c'est que mauvaise année, ouais, mais bon, à la fin de l'année, quand même, les sports échappement. Ça a quand même dû participer à adoucir l'année, je pense. Oui, alors on est devenu professionnel à la fin de cette année-là. Donc Monte Carlo, bon, c'est bon, on en a parlé, abandon machin, alors qu'on faisait des super temps canons. Pour la coupe, il fallait faire une épreuve à l'étranger. Alors bon, ils nous avaient donné un calendrier d'épreuves de championnat européen où il fallait participer à une d'entre elles. Donc nous, on dit super, Madère, cool. Rallye vacances, pas de problème.
nous voilà partis à imaginer comment on allait faire pour aller jusqu'à Madère. Donc je dis, pas de souci, j'appelle Europcar, je loue une voiture. Nous avons un déménagement à faire à Tours. Auriez-vous une voiture avec un crochet d'attelage? Oui, pas de problème et tout. Donc nous voilà partis. Notre pote Joseph était en train de faire immatriculer une remorque toute neuve qu'il avait achetée, qui nous mettait à disposition gracieusement pour qu'on puisse tracter avec la 309 Europcar la voiture vers Lisbonne, où on devait donc prendre bateau, je me souviens plus. Et puis, en fait, ça, au bout de 250 km, n'est-ce pas, on arrête le compteur de la 309 et nous voilà partis sans compteur jusque la traversée de l'Espagne. Et puis sur les rocades de Madrid à 5 heures du matin, puisqu'on se relayait au volant, ne me parlez pas de passer un permis, je ne sais plus quoi, qui permet de tracter les remorques. On n'a jamais su ce que c'était. Bref, nous voilà partis à 5 heures du matin. François avait repris le relais au volant et on se prend en face de nous 2 connards bourrés qui rentraient de je ne sais où dans une camionnette complètement pourrie et qui nous rentrent dans le crochet avant gauche de la remorque. Donc François avait voulu éviter, au lieu de se le prendre de face, on se les prend sur le coin avant gauche de la remorque. La remorque se plie en portefeuille, baldingue en l'air, part en tonneau dans le talus en dessous. On retrouve la voiture sur la remorque avec tout notre matériel d'assistance dedans, les pneus, les caisses à outils. 10 mètres plus bas, en tonneau, en contrebas. Oh putain, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, évidemment, désespérés. Et puis tous les concurrents de la coupe qui nous passaient devant. Ah merde, qu'est-ce qui vous arrive et tout. Bon, bah salut, on continue, quoi. Les flics arrivent, les 2 mecs étaient un petit peu blessés, mais pas trop. Et puis, donc, exit. Et puis, nous, on dit, là, il va falloir appeler Europcar. Donc, on ne parlait pas espagnol. On se retrouve dans une école escortée par les flics pour essayer de trouver une solution avec nous. Et ils nous trouvent une prof de français en Espagne qui fait donc traduction. On me prête un téléphone. Et là, allô, bonjour, monsieur Robcar. Voilà, en fait, on a changé d'avis. On n'est plus à Tours pour le déménagement du copain, mais on est à tel endroit, machin. En Espagne. Alors là, ça en est suivi un pataquès, parce que l'assurance ne prenait pas en charge à l'époque les frais à l'étranger. Enfin, je me souviens plus très bien dans le détail, mais ça a été une galère monstrueuse. La remorque est restée là-bas, la voiture a été rapatriée par Europcar, et la voiture de course sur la remorque restait dans un garage pourri. Donc il a fallu qu'on retourne une deuxième fois en Espagne, ça nous a coûté une blinde, et puis on n'a jamais pu faire la course, évidemment. Voilà pour l'aventure espagnole. Donc Madère, pas de résultat à la coupe. Là, j'ai une idée de génie et je dis à François, écoute, on est dans la merde, on n'a plus rien à perdre, on va tenter d'avoir une solution avec Peugeot Sport. Et donc, je demande un rendez-vous à Peugeot Sport. À l'époque, c'était Jean Todt qui dirigeait Peugeot Sport. Il avait pour complice et comme besace financière d'appoint, éventuellement, le groupement des concessionnaires. Et donc, me voilà partie au rendez-vous pour négocier un truc là-bas. Rue Paul-Bert à Boulogne-Billancourt, je m'en souviens encore. Et donc, ce rendez-vous, en fait, je suis ressortie avec une voiture de location de prêt pour 3 manches, plus un mulet 205 GTI pour pouvoir faire les reconnaissances dignes de ce nom, et un mini budget avec bouillé dans la boucle pour nous faire la préparation de la voiture et tout ça. Donc moi, super, on était tellement contents, on était mais aux anges, quoi. Donc on allait pouvoir finir nos 3 dernières manches de la coupe qui nous manquaient, mais on n'avait toujours pas ce résultat étranger. Mais bon, avec les points, ça pouvait le faire. On était 3e à la coupe, je crois, ou 2e à la coupe. Donc on fait la première manche lentille, ça se passe très bien. Je ne me souviens plus du résultat. On fait la deuxième manche avec cette voiture, donc c'était les Cévennes, ça se passe très bien, pas de souci. Et on arrive au Var, et au Var, il y a eu 2 catastrophes. La première catastrophe, c'est qu'on n'a pas eu meilleure idée que de dire à un pote de remonter la voiture de location à Paris, puisqu'il fallait la rendre à Paris avant le rallye. Et au lieu de le faire nous-mêmes, on s'est dit, c'est bon, il va le faire. Et lui, il s'est planté sur l'autoroute avec la caisse. Il a fait un col de BC en chionne. Il a fait un truc, machin, je ne sais pas quoi. Je ne veux même pas savoir. Bref, il a planté la caisse. Donc, on ne pouvait plus rendre à Avis Prestige la voiture de location. Ou Hertz Prestige, je ne me souviens plus. Et nous, à la fin du rallye, il n'y a pas eu de fin de rallye parce qu'on s'est planté dans je ne sais plus quel col, un des Anges, je pense. On s'est planté dans un gauche qui referme à fond, qui refermait beaucoup. Et on a tiré tout droit comme des salauds. Putain, on s'est pris l'arbre en pleine tranche, clair, net et sans bavure. Et voilà, la fin de saison 86.
Donc tout le monde a eu pitié et finalement, le groupement des concessionnaires nous a mis sur pied un programme pour début 87. Premier programme officiel qu'on a eu chez eux. Donc ouf, mais bon, effectivement, on a été sacré espoir de l'année échappant cette année-là. Alors je dis, oh, mais c'est jamais moi, c'est toujours François en fait. Moi, je faisais partie de l'aventure, mais ça n'a jamais été espoir, j'ai jamais été rien du tout. On était tellement impliqués les deux que c'était assez marrant. Puis donc la voiture, il a fallu la rembourser, si je me souviens bien du livre. Ouais. Donc c'était toute une péripétie aussi. Ouais. Ouais, c'était une sacrée aventure aussi, cette histoire. Ouais. Finalement, on a trouvé une voiture qui a fait la remplaçante de celle qu'on aurait dû rendre en réparation. Je ne sais pas si je suis très claire. Non, mais je ne souhaite pas être claire. Il y a eu un jeu habile de cartes grises. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Ouais, il y a eu une petite magouille, quoi. Il y a eu la magouille. Certaines vérités ne sont jamais bonnes à connaître. Ouais, c'est ça. Donc en 87, vous êtes officiel, donc officiel Peugeot, mais vous n'avez pas la priorité dans l'ordre des départs. Et donc vous devez partir avec un gros numéro. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça, parce que vu de 2022 ou 2023 aujourd'hui, c'est totalement improbable. Une voiture officielle, normalement, elle part dans les premiers. Oui, alors il fallait rentrer dans les 10 premiers d'un championnat l'année précédente, enfin du championnat l'année précédente. Auquel cas tu avais ton numéro prioritaire. Si c'était pas le cas, bah, tu partais avec tout le monde dans le fond. Donc il y a des spéciales, on a remonté 7 concurrents. C'est-à-dire qu'on arrive 7 minutes avant le gars qui était de juste 7 minutes au départ devant nous. Notamment dans le brouillard. François était un super pilote dans le brouillard. Et je crois qu'il y avait une des manches qu'on avait fait, le Mont-Dôme ou le Forez ou l'Alsace, je me souviens plus, enfin dans ces coins-là. Et ça a été une attaque de tous les instants dans le brouillard, mais un truc de fou. Non, mais il faut dire qu'on s'entraînait dans le brouillard, mais sans phare, sans rien du tout. Sur route ouverte, on s'entraînait de nuit, sans phare et dans le brouillard. Ça vaut le coup d'être vu, quand même. D'être vécu de l'intérieur de la voiture. Je peux vous dire que ça fout les pétoches. Il y a des moments, franchement, c'était un peu chaud. Et donc, on n'avait jamais de numéro prioritaire. Toute cette année-là, on s'est fait chier avec un numéro de merde. On a eu des 172, on a eu des 182 et tout. J'ai retrouvé des plaques de rallye que j'ai en collection chez moi. Oh, on est passé, mais c'était horrible. Horrible. Et puis tu passes de nuit quand les autres sont passés de jour, quand les premiers concurrents sont passés de jour. Tu passes sur la pluie avec 1h30 de retard par rapport aux mecs qui sont passés sur le sec. Il n'y a rien qui va, c'est la merde. Tu joues pas du tout à jeu égal en fait. Pour les spectateurs, il y a un côté chiant, je te confirme, c'est que par exemple, j'étais au Garrigue 87. Le vendredi, on était dans la descente du Minier et mon pote, à un moment, il voulait partir. J'ai dit, attends, on attend les foutraques là. Et les premiers sont passés sur le sec. Il y avait eu quelques gouttes de pluie pour vous, de mémoire, à la fin, mais ça arrivait très vite. Franchement, on n'avait pas regretté c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais on n'avait vraiment pas regretté d'être resté jusqu'à la fin. Après, le samedi, reclassé, c'était pas pareil, mais il y a 2-3 passages sympas. J'étais au départ d'une spéciale. Je voulais vous parler parce que ça faisait partie des projets de parler aux jeunes qui arrivent et tout. Et François, il discutait, je me rappelle très bien, François, il discutait avec le petit Bug. Et toi, tu étais dans la voiture. Et j'ai pas osé interrompre ni l'un ni l'autre parce que toi, tu avais l'air tellement concentré et lui était tellement dans son truc, discuter avec Philippe que moi, je suis resté à côté. Tu sais, avec les étoiles dans les yeux et puis voilà. Non, mais c'est déjà à l'époque, tu vois. Non, je me rappelle très bien de ça. Ouais. Et dans Saint-Bresson, il y avait les fous avec les 5 GT. Il y avait Philippe, il y avait Gazo. Et puis après, il y avait vous avec la 205. T'arrivais dans tous les sens, mais c'était tous les gens comme des fous sur les cailloux derrière, sur le pont de Saint-Bresson. C'était les passages attendus, hein, absolument. Hein. Et tu vois ce que tu me dis, ça me fait hyper plaisir parce qu'en fait, toute ma vie a été rythmée par les petits hommages comme ça, parce que je prends ça pour un hommage, de milliers de personnes. C'est incroyable. Alors avec la sortie du bouquin, en plus, je dirais, j'ai eu beaucoup de messages, mais je ne sais pas combien de milliers de messages, mais toute ma vie, même quand j'ai été entre parenthèses pour faire d'autres choses, parce que faut bien bouffer, il y a un moment, les rallyes ça va, mais bon, quand tu fais plus des rallyes à temps complet en championnat du monde, il faut bien bouffer. Et il y a plein de gens comme ça qui sont venus me dire un petit mot gentil. C'est super sympa, en fait. Écoute, je trouvais ça super sympa.
Et ça a beaucoup d'importance pour moi, en fait, les rapports que j'entretiens avec les gens qu'on a fait vibrer finalement quelque part. Enfin, c'est même Ah pas ouais, c'est complètement. François. Moi, je suis pas pour grand-chose dans l'aventure parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les copilotes sont interchangeables ou presque à un certain niveau. Pas les Ouais, oui, pilotes. non, hein, Le pilote qui fait je suis moitié. On en parle souvent. On est moyen d'accord quand même parce que euh, on, est- on va prendre un des plus célèbres. On est tous d'accord pour dire que Loeb a un coup de volant de ouf, mais on est aussi tous d'accord pour dire qu'il y a eu un moment, les deux étaient indissociables. Oui, L'un apportait quelque chose à l'autre, sa façon de donner les notes. Enfin, je sais pas, mais il y avait une osmose particulière qu'il aurait peut-être pas eu avec quelqu'un d'autre au début. On sait pas. oui, Mais, à un niveau tel, oui. Mais c'est vrai que ouais. si tu prends par exemple les 10 premiers du championnat du monde des rallyes, tu peux intervertir les copilotes, à part le problème de langage, évidemment, de langue maternelle, mais sinon, ça aura ça fera le même effet Ouais. en termes de résultats. Après, oui, avec des personnes, après, bon, tu as une osmose après qui se crée. François et moi, on n'a même pas besoin de se comprendre. D'ailleurs, on a refait un Madère ensemble en 2003 ou 2004, je me souviens plus. Je suis remontée en voiture, ça faisait 20 ans que j'étais pas montée dans une voiture à côté de lui, ou 15 ans. Et je me suis retrouvée direct à ma place, à balancer les notes. On a repris Ouais. exactement tous nos réflexes. Donc, il y a une vraie osmose qui se passe entre pilote-copilote. Après, c'est pas toujours le cas, mais ça marche super bien comme ça, en Ouais. fait. Ouais. Ok. Bah, Euh, le contrat n'est pas renouvelé fin 87. Donc, du coup, 88, c'est un peu la soupe à la grimace. Et là, il y a le plan, le plan qui décoince tout, c'est le plan M3 fin de saison. Oui. Alors, c'est parti. Pourquoi la M3 particulièrement par rapport à d'autres autos? Ou c'était l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ou... Non, ça a été une volonté de ma part. Je l'assume entièrement parce que François était fou furieux, tout le monde était contre moi. Et j'ai maintenu l'idée plutôt que de retourner en Coupe 205, hein, ce qui était le vœu de François à l'époque, parce qu'il voulait courir, ce que je peux concevoir, bien sûr. Lui, il voulait bouffer du kilomètre, c'est tout avec n'importe quoi. Donc, mais je lui avais dit non, tu sors d'un contrat professionnel, hein, tu ne peux pas redescendre d'un échelon. Reste avec ton aura de pilote professionnel. On va trouver des solutions, laisse-moi le temps. Et puis alors après, bah, c'est toujours le hasard, un peu la chance, etc. et le concours de circonstances. On est tombé sur des gens grâce à Michel Mison de Peugeot, qui nous a aidés avec le club Peugeot Talbot Sport de Béthune. Il a toujours été présent. Michel Mison, il nous a vraiment, vraiment tout le temps sorti des épines du pied. Il a tout fait pour nous. Et ça a été un deuxième père pour moi parce que vraiment, humainement parlant, c'était une pointure et vraiment, il nous a toujours bien conseillé. Il a toujours resté super calme et tout. Il a vraiment été top. Et grâce à eux, on a rencontré une société qui faisait les fringues pour hommes Winston et pour enfants Carabi. Et ils cherchaient à communiquer sur leur nouveau procédé de vêtements photoluminescents. Et ça a matché avec les patrons qu'on a rencontrés et on a dit, OK, là, on peut faire un programme, mais ce sera un programme avec une grosse auto pour taper fort, parce que là, François, tu peux faire des résultats au scratch, Ouais, avec une d'accord. M3 par exemple. Et au même moment, Bouillet nous a proposé un deal avec Silty Sport pour une caisse qu'il allait lui-même monter et entretenir et faire donc l'exploitation de cette voiture. Et on a mis tout ça ensemble et ça a fait les 3 dernières courses de la saison 88 avec cette BM M3. D'accord. Avec du recul, et j'ai eu raison d'imposer ça à François et ça n'a pas été simple parce que il voulait absolument courir, courir, courir. Donc en attendant, il a fait 2, 3 petites épreuves comme ça avec différentes voitures qu'on lui avait prêtées, mais notamment une Talbot Lotus hein, sur un slalom où il a fait le spectacle à lui tout seul pendant toute la journée. Et où il était en baptême en voiture zéro parce que la voiture n'était pas homologuée. Enfin, je me souviens plus ce qu'il y avait, ou bien il a fait la course. Hein, bon, bref, je me souviens plus. Oui, il y a eu aussi une R5 Turbo sur une course de côte. Hein, bon, bref. Et ça, c'est ce qu'il a révélé au grand public. Et en termes de scratch, donc là, ça commence à causer vraiment. Quoi. Il a fait ses preuves. Puis une M3, E30 de cette génération-là, tout sur l'arrière, dans les spéciales gelées de le Canadel et compagnie et Gonfaron et tout ça, du rallye du Var, je peux vous dire qu'il fallait la tenir. Hein. Bon, à côté, c'était chaud. Hein. Puis ça allait vite. Hein. Ça balançait des notes à une vitesse, my pauvre, comme on n'avait jamais fait. On y était aussi dans ce Var et je sais pas si tu te souviens, mais c'est l'année où Bernard sort, il se met sur la tête avec la M3
Oui. Et avec un copain, on en avait parlé sur le port à Sainte-Maxime. C'est là qu'on s'était dit, le gamin, en parlant de François, je suis pas beaucoup plus âgé, mais bon. C'est mon pote qui avait dit, le gamin, lui était plus âgé. Le gamin, il doit commencer à déranger parce que Bernard était vexé. Il avait fait une déclaration à FR3 en disant que François l'avait déçu sur le plan humain parce que il y avait Jean-Jacques était blessé. Il avait accusé François de ne pas s'être arrêté et tout. Et François avait été interrogé après, je me rappelle très bien. Et il avait dit, ah bon, il a dit ça. Bon, non, la voiture était pas au milieu. On a vu que tout le monde, personne nous a fait signe de nous arrêter. On est passé, je fais ma course. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que l'équipage des jeunes, donc lui et toi, vous commenciez à en déranger quelques-uns. Il y avait des chronos qui n'avaient pas dû plaire à tout le monde parce que ça faisait partie d'un petit peu d'une guerre psychologique de l'ancien qui défend sa place, j'ai l'impression. Oui, oui. Ouais. Oui, je me souviens très bien, c'est vrai. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai que dans la voiture, en fait, on est passé à côté. Bah, ils sont là, tout va bien. Enfin, après, tu peux pas connaître la gravité de la blessure de la Bien personne sûr. en question. Est-ce que c'est une main, un cœur, un machin, enfin, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais ça arrive souvent. Enfin, on est passé combien de fois, des milliers de fois à côté de voitures qui étaient stationnées, qui gênaient pas. Bah, tu peux pas Ouais. taper tout le monde. Tu peux pas imaginer si c'est grave ou pas, de toute façon. Mais Ouais, oui, tout on à est fait. rangé. Ouais. Il y a eu on a commencé à avoir des détracteurs à ce moment-là, d'ailleurs, où les gens ont dit oui, mais bon, c'est parce que Bernard a abandonné que tu as fini sur le podium, etc., etc. Ouais, ça a été dit aussi, effectivement. Ouais, Ouais, je me souviens de ça. ouais mais bon, Et fuck, c'est bon. il C'est dé- bon. l'équipage de jeunes qui dérange la hiérarchie établie comme ça, il y a des précédents et puis ça s'est repassé après aussi de façon différente. Mais ouais, c'était C'est comme ça. l'histoire, Hein. c'est toujours comme ça, de toute façon. Et vous avez souvent eu des difficultés comme ça personnelles avec d'autres concurrents, non? Bah écoute, en fait, non, c'est juste que François n'a pas sa langue dans sa poche, hein, et il y a toujours un journaliste qui traîne à ce moment-là, donc Oui. c'est pas de chance. Mais il est d'une honnêteté scrupuleuse intellectuelle. François, il est très honnête intellectuel. Ce qu'il dit est juste, en fait. Tout ce qu'il dit, regarde, à chaque fois, c'est juste. C'est juste dans sa manière de s'exprimer, c'est peut-être un peu too much. Mais en fait, il a bon. Aujourd'hui, plus on attend, sans déconner. Les mecs, ils disent, ah oui, mon team est formidable, je suis formidable, mes résultats sont formidables, ma voiture est formidable et mes pneus sont formidables. Ok. T'as pas autre chose à dire, mec? C'est vrai, tu te dis, mais tout est édulcoré, tu peux plus lever une oreille, tu te prends une amende, tu peux plus. Bah écoute, nous, il y avait des faits de course, et puis tu sais, pour aller vite comme ça, c'est physiquement, déjà, il faut tenir le coup, parce que ces voitures-là étaient très, très viriles à conduire, puis de longues, spéciales, etc. Et puis aussi, c'est une espèce, les pilotes, c'est une espèce de bouloir avec une pression incroyable pour faire tenir cette voiture-là sur la route à cette vitesse-là. Je peux vous dire, à côté, c'est incroyable. Ça va très très vite. Tu risques ta peau à chaque virage, à chaque freinage et à chaque virage, tu risques ta vie. Donc ça fait quand même beaucoup de temps où tu risques ta peau sur une spéciale et donc sur une journée de rallye. Et ils sortent de là, c'est des cocottes minutes. Hein, ils ont une pression au max. Quoi, donc forcément, il y a des mots qui fâchent. Hein, forcément. Après, ça dépend. Ils sont plus ou moins chauds, mais bon. Monte Carlo à chaud et à froid après, il a sorti deux, trois vérités qui sont. Nous, on est assez d'accord avec lui. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on parle trop de François parce que j'espère l'avoir dans quelques temps. Non, mais là, on fait la partie 1 si tu veux. Faut qu'on se garde des trucs, ouais. Donc du coup, pourquoi une M3 ou pas une Sierra ou une Delta? Donc tu m'as dit que c'était pour le City Sport, c'est ça? Ouais. En fait, ils avaient une M3 qui était en cours de préparation et puis du coup, ça a arrangé tout le monde. C'est tombé comme ça, quoi. Aussi bien, ça aurait pu être une autre, effectivement. Non, la Sierra n'était pas encore sortie à l'époque. C'était les débuts de la Sierra Cosworth de roue motrice. 87, Didier avait fait toute la saison 87 avec. Ouais. Voilà, c'est ça. 87, 88 déjà, ouais, si. Ouais, d'accord, ok. Je me souviens plus très bien. Ok. Olivier. Non. Ah oui, tu me vous vois maintenant. Ah, en 91, donc il y a donc tu fais une pause avec François, de 2 ans. Ouais, 89-90. Donc 91, il propose de revenir à tes côtés, donc avec Ford en championnat du monde.
Est-ce que tu te souviens comment François a réussi à les convaincre alors qu'il était un ministre reconnu, de convaincre Ford de l'engager? Alors, moi, je n'y étais pas, donc on Ouais. pourra lui poser la question. Je sais que Harry Vatanen a appuyé, et c'est Harry Vatanen qui a Ok. parlé le premier à Peter Ashcroft, qui était Ouais, alors le ouais. directeur du Le team patron, ouais. Ford Motorsport, des performances de François. Et tout le monde a dit, bah oui, mais il n'a jamais gagné un championnat, Mhm. etc., etc. Oui, mais bon, venez voir les résultats qu'il fait avec les trapanels, les machins, les tout. Il nous a fait un peu l'article, et je l'ai remercié d'ailleurs un certain nombre de fois, Mhm. plus ou moins récemment. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est devenu pilote hélico lui aussi, mais Ok. professionnel. Il a passé son professionnel à 70 ans. C'est quand même Ah un bon? fait rare. Ah ouais. Vatanen, c'est une pointure, c'est un mec incroyable, hein. Bon, c'est pour l'aparté. Je reviens à nos moutons. Et donc, on s'est retrouvé. Alors, François s'est retrouvé donc avec une proposition de contrat. Et puis, il m'a appelé en me disant, Chantal, si tu veux revenir en championnat du monde, si tu veux venir en championnat du monde et reprendre ton baquet de droite, hein, tu es prioritaire. Sauf que moi, ça, c'était fin novembre 1990. Et je venais de passer une année et demie à apprendre l'hélicoptère dans une école à Paris. Et donc, j'allais passer mon brevet, mon examen pratique, Mhm. le 30 novembre. Et il me dit, les essais commencent le 1er décembre au col de la machine. Ah, putain. Mhm. Mhm. Alors, je dis, écoute, laisse-moi 24 heures pour réfléchir. J'ai réfléchi, j'ai regardé la faisabilité de la chose, parce que préparer un examen Mhm. d'hélicoptère, c'est pas de la rigolade du tout. Et donc, Forcément, ouais. me suis, me suis retrouvée à passer mon examen le 30 novembre et le lendemain, j'étais aux essais avec François pour les essais pneus Pirelli et la prise en compte de la machine. C'était chaud. Ah. Et j'ai réussi l'examen et puis après, ça s'est bien passé. Mais du coup, Mhm. j'ai pas pu être pilote direct en fait parce que bah, j'ai Ok, ouais. rentraîné et puis j'ai fait d'autres choses après. Mhm. Mais j'avais ce brevet professionnel hélico et c'était un gros morceau pour moi parce que j'avais pas du tout le niveau requis, j'avais pas de bac, j'avais rien fait du tout comme étude, hein, donc j'avais pas du tout. Puis à l'armée, ils voulaient pas de moi, enfin personne voulait de moi quoi, en gros. Donc Ouais. bon, ils voulaient pas de nana de toute façon à l'armée à cette époque-là, ils voulaient pas de nana. Mais c'est vrai que ça a été super compliqué. Et donc bref, on Mhm. ouvre la partie au code de la machine. Moi j'avais des étoiles plein les yeux. On était là, on était des coqs en pâte. Et puis alors là, on a compris ce que c'était que des moyens professionnels de championnat du monde quoi. Mhm. Donc on a bossé comme des sagouins pour apprendre le Monte-Carlo par cœur, par cœur, par cœur, truc de fou. On est passé, je sais pas, 10 fois partout, truc de fou. Jour, nuit, nuit, jour, on n'arrêtait pas. On a limé comme des salauds avec le mulet. Donc ça, c'était super agréable parce que tu es en condition réelle de course ou quasiment. Et donc tu as des notes d'une précision incroyable, tu apprends par cœur et puis roule, quoi. Bon, alors, on connaissait Mhm. déjà le Monte-Carlo, donc ça a été aussi notre avantage. On l'avait déjà fait un certain nombre de fois ensemble, donc c'était top. Voilà comment ça s'est fait. Alors Ok. justement, ce Monte Carlo 91, bon, les recos, on allait en parler, les recos en équipe d'usine, bon, avec les mulets et tout, ça doit déjà être une grosse différence. Mais alors, ce Monte Carlo 91, à part le mauvais souvenir, c'est un bon souvenir quand même aussi, j'imagine. Moi, je me souviens des 2 premiers jours où les chronos, bah, tout le monde dans mon entourage direct, passionné de voiture, vous avez fait halluciner tout le monde par les chronos devant Mickey, devant le petit Furio. C'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, quoi. Et vous Ouais. l'avez vécu. Raconte-nous le début, quand les gens ils vous regardaient avec les chronos que vous sortiez et tout. Ben, On veut tout savoir. on était français. On était français dans un rallye français en France, avec des spectateurs français pour la plupart. Donc il y a aussi un contexte qui fait qu'on était porté par un public. Il y avait beaucoup, beaucoup de spectateurs sur ce Monte-Carlo, Il y enfin a du sur monde. tous Ouais. ces Ouais. Monte-Carlo de l'époque, il y avait un monde de dingue. Il y avait des feux partout, allumés partout, hein. Tu passais dans une ruelle, une voie allumée par des feux. Enfin, c'était un truc de fou. Et il y avait beaucoup de nuits. C'était les rallyes où on courait beaucoup la nuit. Donc, voilà le contexte. Et puis nous, on était les derniers couillons à arriver en championnat du monde et personne ne nous connaissait en championnat du monde. On s'est Mhm. retrouvés au parc fermé à côté de tous nos héros. Mhm. Cancunen, machin, Carlos Sainz, Biaison. Il y avait Didier. Alors, Ouais, ouais, ouais. Didier, chance pour nous, entre guillemets, a abandonné rapidement. Il a pété un moteur, je crois me souvenir. Donc, on n'était plus que les seuls Français à pouvoir gagner ce rallye. Donc, au départ, on nous avait dit, pas de pression, vous êtes là pour apprendre la voiture. Donc, Mhm. Malcolm et Alex se tiraient la bourre devant, enfin, devant, entre guillemets.
Eux, ils avaient plus de pression que nous, finalement, au sein du team. Et nous, on nous demandait juste de faire de la figuration pour apprendre la voiture la première année. Et on avait un programme réduit. D'ailleurs, on ne faisait pas toutes les manches. Donc, les overseas, on les faisait pas. Donc, nous voilà partis, sans pression. Et puis, en fait, ça allait vachement bien dans la voiture. Alors, la voiture n'était pas du tout réglée pour nous. C'est-à-dire que comme on était les derniers couillons de l'affaire, ils avaient réglé la voiture pour Malcolm Wilson, par Malcolm Wilson. Et Alex avait fait différents petits changements qui lui convenaient à lui. Mais bon, dans l'idée, nous, on n'avait rien à dire. On fermait notre gueule, on était super contents et on roulait. Et puis, manque de bol, on commence à faire des temps. Ah putain, ils font des temps, dis donc. Ah, puis au sein du team, il y a eu une espèce de changement d'attitude par rapport à nous à cause de ça. Donc, à un moment, paf, on met d'équerre Alex assez rapidement, Furio, et on met d'équerre Malcolm Wilson aussi assez rapidement. Ah bah putain, il avance le petit, dis donc. Alors là, les Nogano, chez Ford, là, c'était nous, quoi. C'était nous, les petits chouchous, c'était nous, clairement. Alors nous, on n'a pas voulu s'énerver et puis se mettre la pression, donc on a continué notre petite course tranquille. La course durait 5 jours à l'époque. On a continué notre petite course tranquille, et puis on fait 5e temps, et puis après le 4e temps. Et putain, on finit, je ne sais plus quelle étape, 3e, quoi. Bon, ok. Et devant nous, il restait Mickey et Carlos Sainz, si je ne me trompe pas. Et donc, là, il commençait à venir nous parler, dis donc. Il commençait à venir nous parler au service park, ah bon, machin et tout. Parce qu'à l'époque, c'était la foire du slip, les services parcs, c'était pas organisé comme aujourd'hui, mais il venait nous voir au parc fermé, pardon, pas au service parc, au parc fermé, et au parc de regroupement. Ah oui, mais dis donc, mais t'es qui toi, d'où tu sors? Et donc, ça a recommencé. Alors, nous, on était là, on parlait à nos héros, vous vous rendez pas compte? Quand Koonan venait me parler, son copilote venait me parler, c'était un truc de fou. Donc, nous, on était juste en train de nager en plein bonheur. Et puis François, il y a un moment, il me dit, écoute, il y a Burzet. Ouais, il y a Burzet, ok. Et puis il me dit rien. Puis on part dans Burzet. Puis alors là, on fait péter un truc et on fait le scratch. Là, on se regarde, on fait, putain, cette épreuve, c'est pour nous. Maintenant, c'est bon. On a les dents qui rayent le parquet. Go, go, go. Donc, on a construit notre course comme ça, tranquillement. On est à la fin, pour le parcours le final, il ne restait plus que Carlos Sainz et nous. Et on se battait à coups de seconde. Donc là, toute la France était derrière nous, banzai. Nous, on était là, on ne voulait pas s'énerver. J'étais là, on se calme, François, on se calme, François. Parce que François, c'était toujours très expansif. Moi, j'étais beaucoup plus réservée. Alors, ouais, c'est bon, reste concentré, on reste concentré. Donc, on se concentrait, on faisait notre course dans notre coin, et bing, et on alignait. Un coup, un scratch, un coup, il nous en remettait 3, un coup, on en remettait 6. C'était complètement dingue. Et donc, cette fameuse nuit du Turini, tout le monde avait l'oreille scotchée sur Radio Monte Carlo. Il y a encore qui ont des traces de la radio là, sur la tronche. Et à 6h du matin, les gens se sont réveillés parce qu'ils sont dormis vers 2-3 heures du mat et réveillés vers 6h ou 7h pour aller au boulot ou au lycée. Et puis, on leur annonce que en fait, François a pété la voiture. Donc, en fait, c'est pas nous qui avons pété la voiture. Et je le dis, et donc je l'affirme, et je le certifie, je peux le jurer sur la tête de qui vous voulez. Tiens, du chat, tiens. Et on a pété une rotule de train arrière. Et donc, la roue s'est échappée de cette rotule et ne tenait plus que par la partie moyeu, en fait. Et donc, ça va aller comme ça. Et donc, on a cru qu'on crevait donc, dans cette montée du Turini, au kilomètre 7, à peu près. Je suis descendue voir. Évidemment, je ne voyais rien de nuit. 5 heures du matin, je ne voyais que dalle. Je retourne dans la voiture. Je dis, écoute, je ne vois pas de crevaison. Il n'y a pas de crevaison. Donc, c'est une pièce qui a dû péter. Donc, on repart. Et puis, François était effondré. On perd le Monte-Carlo, on perd le Michael. Je dis, on va à l'arrivée. Il faut jouer sur le championnat. On va à l'arrivée. Moi, j'ai gardé la pression intacte. Lui, il était dévasté. On est monté en haut du col, mais c'était inconduisible la bagnole, parce qu'en plus, il y avait de la glace, de la neige partout. On s'est à moitié sorti la gueule dans un droit. On a alors, entre-temps, Sens nous a repassé. Sabi nous est repassé. Bruno qui était Liaison, je me souviens plus. Et on arrive à l'arrivée où tout le monde attendait pour la victoire et pour célébrer cette victoire avec nous. Et alors on était effondrés. Et puis c'est là qu'il est sorti. Mais j'ai pas tapé. Parce que les gens croyaient qu'on était sortis de la route. Mais non, c'est juste dans la montée, cette espèce de roue arrière. Alors pourquoi c'est arrivé ça, en fait, les gens ne savent pas, mais ça a continué toute la saison comme ça. Parce qu'en fait, cette voiture a été mise au point par Malcolm, qui avait toute confiance, la confiance entière du team et des ingénieurs. Mais Malcolm, il n'attaquait pas comme nous. Nous, on attaquait encore plus fort. Et donc, nous, on a fait que péter les pièces toute la saison. En Grèce, on a pété. Non, d'abord en Corse. En Corse, on était en tête.
Alors au Portugal, on se sort la gueule, ça c'est notre faute complète, on se sort la gueule beaucoup trop vite, c'était n'importe quoi. En Corse, on était en tête, on pète deux pompes à essence dans le coffre. Il y avait ça d'essence dans le coffre. C'était un truc de barge. En plus, si ça tombait sur l'échappement, le turbo et tout, c'était complètement hallucinant. On a continué en plus, on a continué, on sortit la spéciale, on s'est garé, c'était dégoûté. En Grèce, on a pété 7 différentiels avant. Les différentiels avant ne tenaient pas parce qu'on attaquait à outrance. Et les autres attaquaient moins fort et pétaient moins fort les pièces. Donc après, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait mieux mettre François aux essais, etc., pour tout ce qui était résistance des pièces, gna, gna, gna. Mais bon, on n'empêche qu'on on a fait les frais toute la saison. Mais bon, ce Monte Carlo, il est resté, on m'en parle 3 fois par semaine encore maintenant, c'est en 91, ça fait plus de 30 ans, c'est un truc de fou. Attends, excuse-moi, juste... Moi, donc mon papa est très passionné également. Il avait acheté Course Auto Magazine. Alors, ça n'existe plus depuis très très longtemps. Et ils avaient testé juste après le Monte-Carlo la voiture d'Alex Furio. Et au bout de 500 mètres ou 1 kilomètre, la rotule justement, elle pète. Ouais. Alors que celle de François, elle a fait 130 km de moins ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. On avait fait un débrief là-dessus. Je me souviens très bien de cette histoire. Et Course Auto, Course Auto Magazine. Et je sais, je me souviens très bien, et il y avait eu un débrief et François avait gueulé aux Anglais en disant, vous voyez, là ça arrive plus tard parce que la voiture a moins subi en fait. Il avait moins de contraintes. Moins de contraintes. Et donnez-nous la possibilité de nous exprimer et de prendre en compte ce qu'on vous dit. Un peu quoi. Donc, mais ça c'est un team anglais avec des Anglais il y avait aussi le contexte un peu chauvin par rapport à Malcolm qui était le pilote anglais de référence, etc. Et c'est vrai, il allait vite, il n'y avait pas de souci. Au niveau de la communication, ça se faisait comment? Oui, pardon. Ça me rappelle une anecdote. Je ne sais plus à quel rallye, peut-être au Portugal. On était en reconnaissance et Malcolm, on le croise. Alors tout de suite, il y avait des rivalités entre les pilotes, faut pas rêver, c'est pas tout beau, tout gentil. Et donc, il passe à côté de nous. Son copilote, c'était Nicky Christ à l'époque. Et donc, il passe à côté de nous, il s'arrête, mais on était en train de faire pipi, je sais pas où, je sais pas quoi, au départ de la spéciale. Et donc, il nous double, et puis il dit, ça va, ouais, ça va, et tout, et toi, ouais, ça va, et tout. Bon, j'y vais. Et il part devant nous en reconnaissance. Et on l'entend qu'il met les watts, mais à mort, pour nous énerver. François qui me dit dépêche-toi, viens vite, on se sent bien, etc. On est parti avec 1 kilomètre de retard. On a attaqué comme des sagouins dans la spéciale, mais comme des malades sur route ouverte, sur la terre et tout, un truc de barge. Moi j'ai bien pu ratifier toutes les notes et tout, c'était impeccable. Et on l'a jamais remonté. On dit putain comment il va vite ce mec, mais c'est pas possible d'aller aussi vite sur la terre, on a des lacunes et tout. En fait il s'était sorti la gueule, il était dans le fossé derrière, mais on l'avait même pas Le Portugal, il y a une vidéo qui m'avait stupéfait. C'était dans les excellentes compilations des frères Chopard. Ah oui. Et franchement, j'avais été estomaqué par cette vidéo embarquée au Portugal pour 2 raisons, très particulièrement la vitesse à laquelle tu annonçais les notes, avec ce rythme très 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 haché, mais c'est un rythme qui devait convenir. Hein. Et lui, putain, il était vite, quoi. Vraiment, ça allait vite. Et je me souviens avec un pote, bon, effectivement, il y avait une erreur, vous étiez sorti. Et je me souviens avec un pote, on avait regardé cette vidéo quand c'était sorti. Et on était sûr que sans cette connerie, vous alliez gagner, quoi. Parce que sous la pluie, la spéciale filmée, sous la pluie, le rythme qu'il y avait, on dit c'est bon, là, normalement, c'était pour eux, quoi. Sinon, on était sûr que là-haut, c'était de la neige, du brouillard et sur un revêtement de pavé recouvert de neige. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais on avait appris à annoncer les notes à l'envers, en dégressif, jusqu'à la prochaine note, donc. Donc, moi, j'ai annoncé 700 mètres, machin, parce que c'est très rapide, ça paraît pas, mais c'est super rapide, en fait, le Portugal. Donc, je suis étonnée quand tu me dis que mon débit était rapide et haché, parce que c'était pas tellement... C'est l'impression que j'avais de l'extérieur. Hein. Ah ben, c'est rien à côté d'un Monte-Carlo ou d'un Corse. Alors là, ça envoie. Là, ça envoie sec, mais c'est vrai, non, le Portugal, non, c'est rien à côté d'un Corse ou d'un Monte-Carlo, parce qu'en plus, au Monte-Carlo, tu as les notes d'ouvreur qui sont très importantes. Il faut rajouter, Ah, t'es épuisé de la fin de chaque spéciale, là.
Ouais, c'est Et, marrant. juste pour revenir un tout petit peu par rapport à tout à l'heure, comment se faisait la communication avec les Anglais? Vous parliez un peu anglais ou Oui, alors ouais. François, moi j'avais quand même appris à l'école, et puis j'avais fait quelques séjours en Angleterre. Bah, pour François, c'était beaucoup plus Mm. compliqué. Il y a deux, trois trucs célèbres pour François, d'ailleurs. Oui. Mm. Bon, c'est pas encore Panisi. Il y a eu quelques interviews Mm. pas piquées des hannetons avec un accent français à l'ampli-pouvoir. Mais c'est super sympa, mais il a vachement appris, François. Il a appris plein de trucs rapidement, Mm. hein, parce que Mm. la nécessité faisant loi. Tu vois, du coup, ouais, c'était Ouais, marrant. dans le bouquin de François, ce qu'on connaît justement sur les anecdotes de rallye, il parle de François avec les mots, la prononciation, du coup, qui n'a pas le même sens. Ça, on en parlera plus tard. Ouais, je suis pas étonnée. Ouais. Ok, bon, du coup, on a trop divagué, je sais plus où est-ce qu'on est arrivé. Bah, en fait, Euh, les trois questions, on a fait ouais, on a plus ou 91, on a moins, fait ouais, ouais. Carlo, Portugal et la suite. Il y a, il y a Christophe On a, qui reparlait du cheval qui t'a décidé à arrêter. Tu avais dû commencer à y penser avant, non? Parce que c'est pas juste c'est vraiment Oui, juste ben, le en coup fait, du cheval. oui, j'avais déjà arrêté une première fois fin 88. Quand François a eu son contrat Mhm. 89-90. Donc là, il avait pris Daniel comme copilote. Et puis quand il m'a demandé de revenir, je suis revenue pour une année en 91. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà Mhm. pilote hélico et donc déjà plus complètement dans le rallye, entre guillemets. Enfin, je Mhm. savais que je n'allais pas refaire une grosse carrière. Moi, j'étais épuisée de chercher des sponsors, de galérer, de ne pas avoir de résultats, parce qu'on n'a jamais gagné une course en fait. Mhm. Jamais. En quasiment 10 ans, on n'a jamais gagné une Ouais. course. Alors, on a eu des volants, on a eu des machins, des coups de chance, mais on a eu beaucoup de coups du sort qui m'ont épuisé moralement. Et puis moi, je n'avais pas à bouffer, c'est-à-dire que moi, je gagnais toujours pas ma vie, sauf en 91. Donc, je me suis Ouais. retrouvée dans des plans financiers complètement cons, à ne pas pouvoir manger. Je n'avais pas à manger. Tu parles de Mhm. ça, ça paraît complètement dément. J'avais un Ouais. chien, parce que François m'avait offert un chien quand on s'est quitté en 86, parce qu'on n'était plus ensemble, petit copain, petite copine. Donc, pour me consoler, il m'avait offert un bébé chien, un setter, que j'avais appelé Burzé. Et donc, en fait, j'avais des croquettes pour le chien ou du riz pour le chien, et moi, je n'avais pas à manger. Donc, je suis restée des jours, Mhm. certains jours, sans manger. C'est-à-dire que tu n'as même pas de quoi assurer ton besoin vital d'exister. Donc, je sais ce que c'est que crever la dalle, au sens littéral du Ouais. terme. Et ça, les gens me croient jamais quand je dis ça, parce que je suis exubérante, je suis rigolote, machin, mais, et parce que j'avais une famille de parents notaires. Mais si, quand je me suis retrouvée à faire des rallyes, j'ai dû faire un choix. J'ai anéanti mes rapports avec ma famille au bénéfice des rallyes. Mhm. Et donc, je me suis retrouvée dans un HLM complètement pourri, avec des voisins qui se battaient à droite et un alcoolique à gauche qui n'était pas Mhm. très clair. Et bah, j'étais dans mon HLM pourri et je n'avais pas à bouffer et j'avais mon chien. Et ce chien a été pour moi un support moral très important pendant toute cette période-là, pendant à peu près 2-3 ans, où j'étais vraiment limite galère, quoi. Ouais. Limite cassos, on va dire. Donc c'est vrai que ce moment-là de mon existence, moi, j'ai dit, j'ai pris conscience, quand les gens de 1988 qui nous ont sponsorisés pour la M3 m'ont proposé, à la suite de cette collaboration sportive, ils m'ont proposé un emploi, Mhm. j'ai dit oui tout de suite. Putain, Ouais. je vais pouvoir bouffer, quoi. Mhm. Non, mais c'est con à dire, ouais, Ouais, c'est ouais, fou, non, ouais, mais... c'est fou, ouais, c'est fou. c'est une Ouais. époque, c'est incroyable hein, aujourd'hui. Donc j'avais des copains qui m'amenaient à bouffer, j'avais des copines qui m'amenaient à bouffer. Je n'avais pas à manger. Voilà, c'est simple, hein. Et donc cette motivation des rallyes, je pense qu'elle s'est amenuisée au fil du temps. Et quand j'ai pu repenser à concevoir ma propre existence en dehors du monde du rallye, et bon, bah, malheureusement en dehors de François, mais on a toujours été potes, on sera potes, c'est mon frère François. Et Mhm. ben on a pris des chemins un petit peu différents, un petit peu parallèles. On s'est retrouvés en 91, mais moi je savais que j'allais pas rester en 91. D'accord. Donc cette Mhm. histoire du cheval, en fait, a été le détonateur final pour moi, où j'ai dit stop, ça suffit. J'ai Ouais. toujours été cavalière quand j'étais petite. Je monte des poneys, des Shetland depuis que j'ai 6 ans. Et après, après, je suis pas restée sur les Shetland, hein. Je suis passée à la taille au-dessus quand même, hein. Mais quand on a heurté ce cheval de plein fouet de nuit au San Remo en reconnaissance, non, mais j'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Là, je suis là en train de faire du sport automobile dans une bagnole et on tue un cheval, quoi.
Bah, fuck aussi, c'est bon, quoi. Là, je dis à François, stop, voilà, c'est bon, j'arrête, j'ai ma dose. Et donc, j'ai arrêté là. J'ai arrêté fin 91. Personne n'a compris. Alors, c'était un peu la pudeur, ma pudeur naturelle qui m'empêchait de dire ça parce que c'était pas une cause, c'était pas une excuse Voilà, oui. valable qu'on pouvait entendre, hein, mais c'est la vraie raison. Donc, je le dis dans le livre, parce qu'après, il y a prescription, on s'en fout. Mais à l'époque, je me souviens plus ce que j'avais prétexté auprès des Anglais parce que je ne pouvais décemment pas dire ça, quoi. Okay. Voilà l'histoire. Ok. Donc en même temps, arrive la passion pour l'hélicoptère, qui est toujours présente, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu trouves des similarités avec les rallyes ou c'est totalement différent? Non, c'est le même profil de bonhomme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes de rallye qui font de l'hélicoptère. Il faut une approche très humble face aux éléments. Et d'ailleurs, les pilotes de rallye ne sont pas comme les pilotes de circuit à ce niveau-là. Il faut des capacités de réflexe et de prise de décision extrêmement rapides. Parce que tout d'un coup, tu as un problème mécanique, parce que tout d'un coup, tu as une entrée maritime, donc tu dois annuler ta mission, tu as des clients à bord, il faut être capable de réagir, de raisonner sur différents plans en même temps. Il faut beaucoup d'endurance physique, parce qu'on a des journées, par exemple, en circuit touristique monstrueuses en été, mais monstrueuses, et il faut une attention de tous les instants pour être en radio, machin, etc., guider en même temps, parce qu'on guide on fait guide touristique, entre guillemets. Et puis les journées commencent avec de la paperasse et de la mécanique, et puis finissent avec de la paperasse et de la mécanique. Donc, hormis le temps de 9h, 19h où on s'occupe des clients à bord, il y a tout l'avant et tout l'après. Donc, ça fait des journées de malade. Et il y a beaucoup de similitudes dans le pilotage au niveau du positionnement dans l'espace par rapport à, par exemple, tu vois, vous voyez sur la Terre, sur les revêtements glissants, on pivote sur le centre de gravité de la voiture. On oublie qu'on a un volant, il ne faut pas tourner le volant, en fait, on fait piloter la voiture. Bon. Et ben dans l'espace, c'est un peu la même chose avec un hélico, c'est-à-dire qu'on peut jouer sans demander de puissance supplémentaire, on peut jouer avec sa position dans l'espace et dans le flux d'air, on évolue dans un flux d'air et en 3D. C'est vachement intéressant en fait, il y a beaucoup de similitudes dans la dynamique, dans l'aérodynamique, en physique en fait de ces deux engins-là dans leur positionnement dans l'espace. Donc il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que tu as une autre question qui te vient à l'esprit, Olivier? Oui, on en parlait tout à l'heure. On retourne un petit peu dans le milieu de l'automobile. Le Tour de France historique, avec cette Opel GT là. C'est une auto, gamin, j'aimais beaucoup. Et j'avais vu les vedettes de l'époque, Henri Gréder et Marie-Claude Beaumont, qui avaient roulé avec ces autos, notamment au départ de Champs-Rousse. Je sais plus, c'était un Tour de France ou une Coupe des Alpes, je ne me souviens plus, j'étais môme. C'est une auto que j'aimais bien. Et tu l'as fait 2 fois le tour, il me semble, non? Oui, c'est ça. Avec cette voiture. Et quel effet ça fait d'être copilote d'une petite voiture j'allais dire, qui roule pas très vite, en définitive, par rapport à ce que tu as connu? Ben déjà, alors si tu veux, on prend l'historique. C'est-à-dire que quand Opel France m'a proposé l'opération, j'ai dit, du VH en régularité. Qu'est-ce que je viens faire là? Et puis en fait, ils m'ont dit non, mais attends, ça peut être drôle, on se prend pas la tête, on n'y connaît rien, on a besoin de tes compétences pour la préparation, pour l'approche de cette course, et on a besoin de gens comme toi. Et c'est avec Mélina Priam, qui est journaliste et responsable de la rubrique Essai à l'Autojournal. D'accord. Ok, alors je me dis d'abord, il faut déjà que je rencontre Mélina. Donc, on s'est fait un week-end rencontre où on a essayé la voiture, on l'a mise au point, machin. Et donc, et en fait, on s'est entendu comme larron en foire parce que toutes les deux, on a les dents qui rayent le parquet et on a l'esprit de compétition. Elle a fait beaucoup de compètes en circuit et on s'est entendu direct, mais super bien. On avait les mêmes objectifs parce que tu peux pas aborder une course si l'un et l'autre n'ont pas les mêmes objectifs et la même façon de fonctionner. Moi, j'ai une approche toujours professionnelle, quoi que je fasse. En karting, en n'importe quoi, j'ai toujours une approche professionnelle. Et du coup, et elle aussi. Donc, du coup, on s'est super bien entendu.
Après, on est allé voir les gens de chez Opel en disant, bon, bah voilà, il nous faut ci, il nous faut ça, il faut qu'on ait des TB15 parce que les TB15, c'est ce qui va nous permettre de rouler très vite, machin, etc. Parce que ceci, parce que cela, parce que la voiture n'est pas puissante. Donc, il faut qu'on soit rapidement aux vitesses moyennes imposées et tout. Parce que c'est quand même de la régularité. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être du premier mètre de la spéciale jusqu'au dernier mètre. En général, c'est des spéciales de 15 bornes à la vitesse moyenne parce qu'eux, ils ont des mouchards, en fait, qui positionnent le long de la spéciale. On ne sait pas où sont les mouchards. Et donc, il faut être en permanence dans le bon rythme. Sinon, on prend des secondes de pénalité. Donc, on s'est entraîné comme des malades. Je me suis même entraînée avec mon mari. J'ai obligé à faire de la régularité. Sur route ouverte, comme ça. Oui, mais sur route verte, on s'en fout, on est à 42 de moyenne. Donc, sur tout un petit circuit qu'on avait fait entre le centre commercial, le machin dans Vannes, machin, la rocade, le truc, repartir, le pont. On a fait des week-ends d'entraînement le dimanche après-midi quand il n'y avait plus personne au supermarché. C'était super drôle, le pauvre. Et donc, bref, donc la partie au départ de cette première spéciale, donc on a compris comment ça fonctionnait. Et puis, bon, il faut être bien calé, il faut avoir les bonnes tables de moyenne, enfin bon, bref. Ça s'est super bien passé. Donc, on a fini deuxième de notre catégorie la première année et deuxième au général la deuxième année. Et on perd 16 secondes. Putain, j'en avais. On en parlait tout à l'heure de la voiture qui est chouchoutée par un copain à moi, enfin un copain de très longue date. Et sinon, j'ai une petite question, Toff, juste avant tes questions à toi. Est-ce que de temps en temps, tu es contacté par des gens qui te proposent des plans rallye et que tu refuses parce que c'est, j'imagine, mais. 3 fois par mois. Ah ouais, quand même. Je pensais pas à une telle fréquence, tu vois. Non, j'exagère. Allez, on va dire entre 2 et 3. Ah ouais. Non, ça m'intéresse pas. J'ai fait des trucs sympas, hein, le Dakar avec Schlesser, j'ai fait des Maroc, machin, etc. Le Gazelle, hein, j'ai gagné les Gazelles avec Emmanuel Gouy. Ça, c'était super drôle, ça à faire. Donc là, moi, j'étais pilote pour le coup parce que j'avais une expérience en terre, etc. Puis en fait, le mimétisme en voyant François, tu arrives à faire à peu près la même chose, mais moins vite, hein, restons humbles. Mais, et Emmanuel était très, très pointilleux sur ces cartes qui sont des cartes. Tu navigues à la boussole, tu n'as même pas de GPS, rien du tout. Boussole et carte avec le compas, le truc à faire, les dessins, la règle de 3, machin, rien. Et donc, bref. Et on s'est super bien entendu pour ça. Par contre, j'étais horrible avec elle parce que tous les soirs, elle y allait un peu pour. C'était le moment fort de son année, c'était vachement, vachement sympa, etc. Mais moi, je disais, ah, non, attends, tu vas te coucher direct parce que demain, debout 5 heures ou 4 heures, et puis départ 6 heures, il faut préparer la nappe, tu vas te coucher, je veux que tu sois en forme et tout, parce que pareil, j'y allais pour gagner. J'avais prévenu tout le monde, j'y allais pour gagner. Je n'y allais pas du tout pour rigoler. Et chez Opel France, ils ont été super étonnés de voir notre approche à Mélina et moi. Parce que pareil, alors cette voiture, l'Opel GT, moi j'ai trouvé que c'était génial, cette Opel GT, c'est une voiture des années 70-72. Et d'abord, elle est jolie, elle est sympa, elle est légère. Et puis, on n'avait que 90 chevaux, tu vois, donc sur les roues arrière, 90 chevaux, c'est pas beaucoup. En revanche, elle avait un train avant de dingue. C'est des trains roulants super, super modernes. C'est incroyable comme c'est moderne. Et ça m'a donné le goût des anciennes. Du coup, j'en ai acheté là depuis. J'ai même acheté un Solex. Ah oui. Je t'ai vu dans une émission. Roule en Solex. Je t'ai vu avec une Fiat 500, non? Ouais. Ouais. Une petite Fiat 500 de 70. C'est craquant ça. Ah ouais, elle est très belle. Et j'ai un super plan avec un pote qui bosse dans un lycée professionnel avec une mention mécanique vintage, auto et moto. Et du coup, je lui laisse pour que les étudiants s'entraînent sur les voitures. Et c'est vachement sympa. Autant pour eux que pour moi, c'est super. On se marre bien, on établit des liens. 500, ouais, il faut une autre sympa. Ouais, c'est top. Tu parlais de Bruno tout à l'heure, il en a une assez méchante. Lui. Une quoi? Fiat 500. Ah oui? Ouais. Mais fait rire, un jour, il y avait un rendez-vous à l'auberge que je tenais dans le village où on habite, là. Et il monte avec la Fiat 500. Puis bon, c'est une voiture qu'on avait déjà vue de l'extérieur, mais. Puis il arrive, il me dit, Olivier, le radar dans la fraie, il m'a flashé, il marche. Bah, je dis oui, il marche. Je dis, c'est 70, ça t'était à combien dans la montée que ton engin? Bureau 85, 90. Je dis quoi avec ça? Il me dit, mais tout à l'heure, tu verras le moteur. En fait, il n'est pas du tout d'origine, son auto. Il a un moteur assez particulier, plus gros en cylindrée, capot ouvert, elle est impressionnante. Puis ça marche. Alors, pas de ceinture, rien du tout. Il me dit, j'ai pas la ceinture. Tu crois qu'ils vont voir sur la photo? Il s'inquiétait de ça. Je dis, de toute façon, vu l'année de la voiture, t'as pas de ceinture, ça passe. Et puis finalement, le PV, il l'a jamais reçu.
Il a jamais reçu? Ben, il est Non, tombé sur jamais. des amateurs, Je sais pas. des amateurs de Fiat 500. Il y a Philippe P66 qui nous demande quel rapport aviez-vous avec Jean-Louis Schlesser sur le Dakar? Ben, j'étais sa coéquipière en 98, on a fini 5e. Ça, Moi, c'était mon premier Dakar. j'avais zappé ça, tu vois. Ouais, moi aussi, moi c'est Ouais. en préparant, je m'en suis rendu compte aussi. Ouais. Et, pareil, c'est gros caractère, Jean-Louis Schlesser, non? Oui, ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est quand même un trait commun on va dire, presque Beaucoup de tous les pilotes. pilotes, ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Quand Ouais, même, ouais. ouais. Ok. Tiens, J'ai fait une saison aussi avec une pilote allemande. Donc ça, c'était un espèce Isolde de... Alderide. Oui, on s'est bien marré. Elle est super, Isolde. Je suis encore en contact avec elle. C'est une bonne copine. Et c'était un très, très beau programme en Corolla. Alors, à l'époque, c'était la fin des groupes A, avant les WRC. Donc ça, c'était en 98, je crois. Oui, 98. Et puis, on s'est bien marré. On est beaucoup sortis de la route, mais on s'est bien marré. Et en parlant d'un autre pilote, le dernier rallye que tu as effectué d'après EWRC, c'était le rallye d'automne à La Rochelle. Et c'était avec Yvan Muller et je me souviens de t'avoir croisé. Et comment ça se passait avec Yvan, pareil, gros caractère. Ah non, 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 ça C'est se passait super bien. En fait, ouais, c'était un programme monté par Subaru Subaru, France, ouais. hein, pour la promotion de la Groupe N Pro Drive. Et ils avaient besoin d'un équipage phare pour pouvoir en faire la promotion. Et ils avaient voulu faire rouler Yvan. Et puis je sais plus qui a pensé à moi. Et là, j'ai ah oui, avec la Subaru Pro Drive avec Yvan, j'y vais tout de suite. Donc, je suis désolée, hein, je choisis un peu quoi. Et puis, je choisis un peu mes pilotes. Et il y en a qui comprennent pas, mais j'ai pas envie d'aller faire un rallye régional avec un pilote de niveau moyen. Je m'excuse, mais c'est vrai, je suis sincère, quoi. Ça sert à rien de faire croire, de donner espoir. Non, ça m'intéresse pas. Et donc, bref, on ouvre la partie faire 3 rallyes. On a fait 3 rallyes. On s'est super bien marré. Et il y a eu les vins de Mâcon, il y a eu le circuit Cœur de France et La Rochelle. Et je crois que c'est au Cœur de France. Ouais, c'était très rapide. Et il y a un moment, sur les petites routes étroites, avec Yvan, on part dans la gravette, dans une grande longue courbe, et on sort large. Et putain, on se prend le fossé. Et il reste gaz. Je tenais déjà le plafond, c'est ma grande spécialité. Quand on avance, ça part en tour, je tiens le plafond. Je ne dis rien. Il reste gaz. On a parcouru le fossé comme ça pendant 150 mètres. Je vais vous dire pourquoi après 150 mètres. Et on ressort du fossé. Il réussit à ressortir du fossé et on continue. Et là, je crie Banzai dans la voiture. Et on continue. On sort de la spéciale. Et là, mon mari nous attendait parce qu'il était venu nous voir. Il nous attendait au point stop à l'arrivée. On devait changer les roues. On voulait intervertir nos roues ou contrôler la pression. Je ne me souviens plus. Il est resté scotché parce qu'il disait mais ces deux-là, ils sont complètement tarés. On était là, ouais, on a failli s'en mettre une bonne et tout, machin, etc. Et on rigolait comme des malades. Et là, un spectateur est arrivé en courant en disant, regardez la vidéo. C'est pour ça que je sais que c'était 150 mètres. Regardez votre vidéo, vous êtes sorti de la route, vous étiez dans le fossé et tout. Mon mari est devenu tout blanc. Il est complètement taré. Et les 3 rallyes, j'ai dit à Yvan, putain, t'as un coup de volant de dingue pour du rallye, il faut que tu fasses du rallye raid, tu vas te fendre la gueule. Et il a fait un rallye raid, il a fait un Dakar à ce moment-là. Plus seul, il me semble. Ouais, bon coup de volant, c'est vrai. Nissan. Ah ouais, super coup de volant. On s'est bien marré avec lui. Il a une forte tempérament, mais super sympa. C'est vraiment bien marré. J'ai vu passer 2-3 noms là, de spectateurs. Là. Il y a un de nos fans numéro 1, Alain Devesa, qui est passé. Puis là, je viens de voir Marc Azzolini. C'est quelqu'un qu'on aimait bien, qui a eu des belles autos à l'époque, des autos sympas, qui roulaient bien aussi. Oui, très bien. Il faisait partie de la Coupe 205 avec nous en même temps. Ah oui. Ouais. Je sais plus quelle année, 85 ou 86 du coup. Je sais plus. Je ne saurais pas te dire tout de suite, mais il y a eu 2-3 autos sympas. Souvent, Marco, on a fait des programmes de lancement véhicules, des choses comme ça. On se voit souvent avec Marco. Ouais. On se marre bien. Mais t'es beau gosse à l'époque jeune. Maintenant, je sais pas, mais. Je suis direct. Ouais, s'il est encore là, il doit entendre. C'est le genre de gars qui énerve les gens comme nous, tu vois. T'es beau gosse, qui va vite, belle voiture. Putain, mais oui, t'es beau gosse, Marco, mais oui, on t'aime. Bon, il a un chien super qui s'appelle Largo, qui est un berger australien qui est absolument génial.
Ah, ils sont fous, ces chiens, j'adore. Juste un petit message pour les spectateurs. Vous Si vous voyez avez qu'il une est question à toujours poser, là. c'est maintenant ou jamais. On va passer au questionnaire Spirit of Rally, donc qui est un questionnaire qui est commun à tous nos invités. Donc tu auras toutes les mêmes questions. Donc on va passer à la première question. Donc quel fut le premier rallye? Alors pas forcément en tant que pilote copilote auquel tu as assisté. Est-ce que tu t'en souviens? Le premier rallye auquel j'ai assisté, ça devait être le rallye d'Angleterre où on est parti en stop avec François et on a fini Ok. le cul dans la paille à dormir n'importe nawak et Ouais. Ok. c'était Ah, une c'était grande ton. aventure. Ok. Où tu racontes, tu finis dans le purin, non? Ou Ouais, quelque chose comme ça? Ouais. ouais. Ok. Avec tu trouves les Timody. Oui, on Oui, a, Ah c'est ça. oui. Ok. on a voulu se laver les pieds parce qu'on était tombé dans le purin et en sautant de nos bottes de paille pour pouvoir dormir. Et on arrive dans un hôtel, on se dit super, on va se faire un petit déjeuner puis on va se nettoyer les pieds. Et puis en fait, c'était l'hôtel où était Audi, le team Audi. Donc il y avait Michel Bouton, il y avait à l'époque, c'était Blomqvist, Anno Nicolas, ouais. Nicolas Ouais. et Rohr sans doute alors, je me souviens plus. Oh, petite Blomqvist aussi, ouais. Et C'est dans les. Ouais. Roll, c'est un peu tôt, C'est je pense. 85, je pense. Roll de mémoire. alors non, 84. c'était plus tôt que ça devait être en 83 là où je parle. Non, Ouais, Walter, Blomqvist, ouais. il est chez 82, l'ancien en 83. et donc, bref, là, on puait la mort parce qu'on puait le cochon, évidemment, mais comme des malades, on était quatre, je crois. Et on était partis en stop par couple de deux. Mais nous, avec la nana que j'étais moi, on se faisait mieux prendre en stop que les mecs et que les deux autres mecs. Et puis, du coup, on s'était donné rendez-vous, on s'était retrouvés. Et puis là, pour le coup, on va se nettoyer les pieds, puis on ressort. Et puis, le team Audi, c'était tous en train de nous regarder parce qu'évidemment, on était super fort. Et puis, on s'est fait un super petit déjeuner. C'était super drôle, ce contexte, mais complètement barge. Bon, là, j'ai une question, mais tu as déjà plus ou moins répondu à la question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir marquant lors d'un rallye? Une Bah, anecdote un peu potache ou voilà, là tu as déjà répondu comme j'en ai parfaitement. j'en ai quelques-unes. Quel rallye que tu n'as jamais vu ou jamais fait, que tu aimerais assister? Euh, Londres-Sydney, Ouais. ça faisait partie de mes rêves incroyables. Ouais, 77, le deuxième, ouais. Ouais. Et puis aussi ce qu'on appelait des cannonballs. Ah putain, oui, ça, oui. Ok. Ouais. Des cannonballs, pour les jeunes qui écoutent, c'est des Bon, ça courses de existe aussi, sauvages hein. qui sont non officielles, Ouais. où c'est une bande de tarés qui prend un départ, genre, je dis n'importe quoi, allez, le Touquet, pour rallier Saint-Tropez via le Massif central, donc en dehors des autoroutes, avec des points de passage obligatoires. Et donc, voiture libre, un pneu libre, un tout libre. Le premier arrivé à gagner. Et donc, ça se fait de nuit, généralement, parce qu'évidemment, on a la maréchaussée aux trousses, hein, rapidement. Et donc, il faut. J'ai un copain qui en a gagné un. Et ça, c'est une aventure insensée. En Europe ou aux États-Unis? Ouais, en France, en France. En Europe, ouais, ils faisaient Danemark, Hollande, Allemagne, France, Espagne, c'est ça? Ouais. Je me souviens bien. Il y a un journaliste que j'aimais beaucoup dans Autopassion, Auto Verte et Autopassion, Jean-Loup Nori, qui est mort assez jeune d'ailleurs, qui avait une façon d'écrire assez particulière, qui avait suivi un ou deux cannonballs à l'époque européen. Je me rappelle de ça. Ouais. Ça, c'est l'aventure ultime pour moi. Ah ouais, c'était top ça. Quel moment t'intéresse le plus lors d'un rallye? Est-ce que c'est plus les recos, les essais, départ d'une spéciale, l'arrivée? Yves Loubet nous dit le Maroc Historic Ouais, Rally. il faut aller Bon, faire ça le arrive. Maroc. Ouais. Non, moi, j'aime tout dans un rallye. J'aime tout. J'adore. Je guide des groupes pour Bernard Uccelli, qui a créé European Sport Communication. Ah ouais, ouais. Je guide des groupes avec lui, et, notamment pour le team Toyota. Je m'éclate. Je m'éclate. Je m'éclate. J'explique tout. Je suis à fond partout. J'adore. J'adore faire ça. Okay. Est-ce que tu pourrais nous dire ton pilote préféré? Ah bah, François Delecourt, voyons. Bon, j'avais vu un petit peu la réponse arriver. Ta voiture préférée? Ma Ta voiture de rallye. Oui, pour moi, oui. Oui, voiture de rallye. De rallye, moi je crois que j'ai adoré la M3 Groupama parce que c'était incroyablement viril à piloter et très réactif avec des réactions extrêmement brutales. J'ai trouvé que c'était vraiment une voiture de dingue. Le bruit de cette auto. Le bruit, le bruit, j'adore. Ouais.
Après, plus récemment, les voitures aujourd'hui, les rallyens, enfin, avant les versions Mm. électrifiées, là, c'était chaud. C'était Les incroyable. 2017, là, Ouais, je les aimais bien aussi, ouais. Il Ton y a un rallye truc préféré? incroyable. Pardon. J'ai eu la chance de copiloter, entre guillemets, Alonso sur une séance d'essai avec la Toyota du Dakar. Ok. Et d'abord, on a rigolé parce que il m'a pris pour une nana lambda qui était invitée à la fin d'une session. Les gars m'ont dit, allez, vas-y, à toi, Anne-Chantal, monte, ça va te faire plaisir et tout. Donc, ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Et puis, de toute façon, je ne suis même pas de la même génération. Bref. Oui, oui, ouais. Donc, je m'installe avec le casque, la Charlotte sur la tronche, truc passager normal. Et puis, tiens, il me regarde me sangler et dit, tiens, celle-là, elle est montée direct dans l'habitacle sans se casser la gueule sur les barres d'arceau et elle a réussi à se sangler du premier coup. Il m'a regardé bizarrement. Il s'est dit, tiens, celle-là. Et puis, donc, bref, on part. Il me fait une attaque de tous les instants. J'ai trouvé ça absolument génial. L'engin, il absorbe les bosses comme c'est pas permis. C'est un truc de barge au niveau châssis, c'est terrible. Et on crève. Alors, on a le pchit pour pouvoir mettre la roue sur les vérins. Hop, on met d'un côté. Le machin, il fait pipi, là. Et donc, et puis, il me dit, surtout, ne bougez pas. Je regarde maman, je dis putain, ça fait déjà plus d'une minute, c'est bon, je bouge quoi. Je descends de la bagnole, je fais le tour et je l'aide avec la Makita, le machin, le truc, le ceci, attention, c'est chaud et tout parce que j'ai tellement l'habitude. Le mec, il m'a regardé, il n'a rien compris. C'est qui cette vieille à côté? Je lui dis, j'étais quand même un peu copilote. Il était mort de rire. Dans la bagnole, on remonte tous les deux à fond. Il était mort de rire. On se fait give me five. Il nous a refait une attaque de tous les instants. Il est rentré au stand. Hilar. Il a dit alors là, à côté. C'était super sympa. Et après, il a su qui t'étais, non, toujours pas? Si. Après, il a demandé qui j'étais. Ouais. Il a compris. C'est très drôle. Alors maintenant, on va passer aux questions Spirit of Rally, donc en bon français, l'esprit des rallyes. Donc c'est un peu ce qui est le plus iconique pour toi. Alors c'est pas forcément ton préféré, mais ce qui est le plus iconique. Donc on va commencer avec la personnalité qui a le plus le Spirit of Rally, la personnalité qui est vraiment iconique. Donc ça peut être un pilote, un copilote, un team manager, un Alonso Forever. Alonso. Non. J'ai envie de dire Nicolas Gilsoul pour son assiduité et sa capacité à revenir aujourd'hui en mondial. Alors lui, il m'a scotché. Et c'est un gars qui m'avait commandé mon bouquin et qui était devenu fan sur ma page Facebook. Je ne savais pas qui c'était à l'époque, donc il y a des années de ça évidemment. Et puis j'ai dit, et à chaque fois il postait des belles photos de trucs. Je me dis, mais t'es qui toi? Il me dit, je suis le copilote de Thierry Neuville. On arrive bientôt en championnat du monde, je ne sais plus quoi. Et j'ai dit, ah ben putain. Et donc on est devenus potes comme ça. Et je l'ai toujours soutenu. Et là vraiment, il a fait une putain de pirouette. Là, il m'a scotché. C'est top. Je suis super contente pour Pilouis parce que les deux, à mon avis, ça devrait matcher. Parce qu'ils ont une belle approche du boulot de la même façon, je pense. La voiture qui a le plus le Spirit of Rally. Aujourd'hui, actuelle ou ancienne? Ouais, dans toute l'histoire du rallye. Ça va de l'Alpine ou de la Stratos jusqu'à la Puma Rallye 1. Je suis restée scotchée par l'Audi Quattro de Rorl. La dernière version, c'était quoi? S4? Non, je ne me souviens plus. La S1. Et la S4, c'était la Delta. S1. La Quattro S1, ouais. La Quattro 500 Sport chevaux. Ouais. Donc en groupe B et qui pesait avec les gros ailerons. Kilos. Ouais. Je l'ai vu en Angleterre. Truc de fou. Ça a avancé, c'était incroyable. Ça m'a vraiment perturbé. Ouais, je l'ai vu au Rallye Légende, ça a vraiment un bruit de fou. Un bruit de fou en plus, ouais. Ouais. Enfin, la catégorie qui a le plus le Spirit of Rally. Toutes les formules de promotion, j'ai envie de dire. Quelles qu'elles soient, mais toutes les formules de promotion, parce qu'au moins les gens sont à égalité. C'est pour moi ce qui est la genèse des fœtus futurs en rallye. Champion. Ok. Alors, tu es la première à me dire, d'habitude, c'est souvent le groupe B ou l'équipe car. Mais non. Ok, non, mais c'est original et c'est ton choix. Et enfin, 3 mots pour nous décrire ton Spirit of Rally, ton esprit des rallyes. Ça commence par la passion des voitures, évidemment. Ouais. Tu vois, j'ai acheté aussi une Acadiane, là, parce que n'importe quelle bagnole, trapanel ou pas, j'adore les voitures au sens large du terme. Ça va trop vite.
Donc voilà, tu n'as pas besoin de vitesse. Alors après, c'est vrai que la passion du rallye, bah, ça passe aussi par les résultats. Les résultats que tu vas faire, parce que finalement c'est une course, tu n'es pas là pour faire de la figuration, tu es là pour gagner. Donc quand tu ne gagnes pas, t'en es malade, tu mets 3 jours à t'en remettre. Donc c'est le résultat au sens large du terme, donc c'est le Graal, on va dire. Pour moi, c'est l'esprit du rallye. Et puis une troisième chose, c'est la convivialité au sein des rallyes. C'est vachement important en fait d'avoir des bons potes en rallye pour rigoler. Les mécanos, les pilotes, les copilotes, c'est tous la même galère, c'est super. J'ai vécu des moments vraiment incroyables. Et je suis encore en contact avec beaucoup de mécaniciens de Fort Boream de l'époque. Donc il y a 35 ans qu'on est encore en contact et mon bouquin, ils m'ont tous acheté et tout. J'en ai à moitié offert tellement j'étais contente d'avoir des contacts avec eux. Parce que c'était une famille et il y a des aventures en commun, ça te forge vraiment une amitié indéfectible. J'ai répondu, hein, c'est bon. Hein. Oui, c'est très bien, très bien, très bien. Alors AEC Racing Team, donc c'est le sponsor du Pilouis quand on parlait de Pilouis. Donc Anne Chantal, est-ce que c'est définitivement fini le rallye qu'il nous pose comme question? Bah oui, parce que je fais plein d'autres trucs, je serai plus performante, je pense maintenant. Donc je pense que non, c'est bon, j'ai fait une croix dessus. Là. Alors il y a Denis Rowe qui nous pose la question. Est-ce que, alors oui, il faut que je remette les mots dans l'ordre. Est-ce que l'idée de team manager t'as traversé l'esprit, l'idée de devenir team manager? Oui, et j'ai jamais eu de proposition. Je pense que le fait d'être une femme m'exclut définitivement des cercles d'initiés. Surtout à l'époque, admettons, peut-être maintenant ça aurait changé, mais à l'époque, peut-être, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est toujours un peu macho comme milieu? On n'a pas trop l'impression de l'extérieur, mais ouais, ok. Il y a une moue qui en dit long. Christophe, juste une... Oui, je sais pas ce que c'est les mains au plafond, mais Marco Azzolini t'a fait une proposition de faire un rallye historique et que tu mettes les mains au plafond. Les mains au plafond. Alors... Donc c'est pour les tonneaux de tout à l'heure. C'est pour prévenir les tonneaux. C'était pour les tonneaux. J'ai sauté une question. Alors Fabien Corriton, il nous dit, c'est une Chantal, fais-tu des stages de pilotage sur le moniteur de Ploemel? Alors, il doit me manquer un R. Ouais, alors, rien compris. Alors, fais-tu des stages, oui. Des stages de pilotage, et donc c'est le moniteur de Ploemel. Qui pose cette question-là? Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Et il y a Farid Goulette qui nous dit, après avoir croisé Anne en tant que spectateur, je viens de découvrir ce soir une personne terriblement drôle, avec beaucoup d'humour, passionné, libre, sans langue de bois, et merci pour le sourire. C'est un bel hommage. Merci. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les. Sinon, la vie est triste, hein, ça va être long. Ouais, c'est clair. Et je pense avoir fait tout. Il est revenu à la charge une deuxième fois pour que tu ailles faire le Maroc avec quelqu'un, je ne sais pas encore qui, mais. Qui? J'ai pas compris. Yves Loubet qui est revenu à la charge pour que tu ailles faire le Maroc historique. Qui suit nos interviews. Et Laurent Picard Graphique dit, Diane Chantal, quand est-ce que tu viens faire le rallye du Portugal historique? Ah bah Laurent, il faisait partie de l'équipe Tour Auto avec Opel France. C'est un bon pote, Laurent. Oui, bah oui, je veux bien. Oui, bah faites-moi des propositions, les mecs. Mais attention, je suis une femme chère. Hein. Ok. Et alors, décidément, tu as beaucoup de propositions. Copilote œuvreuse, donc c'est SM Compétition, qui habite aux Canaries. Copilote œuvreuse pour Hyundai Espagne, est-ce que ça te dirait? Oui, tout de suite. Ouais. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'en ai pas vu d'autres. Alors j'espère que je l'ai pas zappé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Olivier? À part mille merci. Ah, complètement. Mais c'était un plaisir, messieurs. Ouais, c'était un plaisir. Ok. Et peut-être qu'un jour on se croisera en vrai. En Bretagne. En Bretagne, bah oui. Alors dommage, il n'y a plus de rallye de Bretagne qui était par chez toi. C'était le rallye d'Armor, c'est ça? On avait fait le rallye de Bretagne. Alors, rallye d'Armor. Rallye d'Armor, c'est le code d'Armor. Il y avait le rallye de Bretagne, comment ça s'appelle, au-dessus de Lorient, j'ai oublié le nom. Qui était en deuxième diff. Ils ont créé le rallye de Brocéliande récemment. Ouais. Là, mais c'est en régional avant, c'était un national qui était vraiment un beau rallye. Qui était, comment? Là où il y a le cyclisme, les courses de cyclisme. Au-dessus de Lorient. Oui, partout là-bas.
Oui, je suis en Bretagne où il y en a beaucoup, ouais. Malheureusement, beaucoup plus que de rallye. Mais bon, c'est pas grave. Ça me viendra peut-être à l'esprit. Bah, un grand merci. C'était vraiment un immense plaisir de Ouais, partager tous ces moments. honneur, plaisir, tous les mots que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est Merci, toujours dur merci. et c'est toujours la passion, comme souvent avec nos invités. C'est vraiment, on partage des moments de passion qui sont vraiment excellents. Merci, Et merci. Il y a Mathieu Franceschi qui est passé tout à l'heure ici. c'est, ouais, J'ai pas pu lui dire bonjour. Mais... ouais, Anne-Chantal, si jamais tu repasses avec ton mari, puisque sa région d'origine, de toute façon, on reste en contact. Oui, oui, absolument. Pas de problème, hein. Dans la vallée en bas, c'est pas loin de chez moi. En 20 minutes, j'y suis, moi. Ça marche. J'ai noté, t'inquiète pas. Ouais. ok, ouais. Alors que moi, Brest, on est plus loin. Mm. Euh, hop, eh bien, alors, ah mince, je les ai zappé la question. Est-ce que D'habitude. tu donnes toujours des cours de poney? Mm. Alors, ah, c'est Marco Azzoli. Ok. Alors, je suppose qu'il y a de la private joke De private jokes, derrière. parce que je l'appelle mon Ouais. poney préféré. Je m'occupe Ah, Ok. de deux ânes. Ok. Je m'occupe encore de deux ânes, là, depuis à peu près 2-3 ans. Et on rigole avec ça pas mal, ouais. Parce que je trouve qu'il ouais. ressemble quand même un peu à un Shetland. Donc, Ok. Ah, c'est vrai c'est le qu'il private joke. il, il faisait pas 1,90 m non plus, hein. Non, c'est clair. Ok. Non, mais il y a des bons potes Ouais. comme ça, tu les suis pendant 35 ou 40 ans, c'est Mm. super rigolo en fait. Euh, Mon Dieu, qu'on est vieux. On vient de bah, fêter mes 17 ans d'âge mental, hein. L'honneur est sauf. j'ai pas l'impression, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas l'impression qu'on ait bien grandi dans la Ouais. tête non plus, hein, pas, Le secteur moi, des conneries, on est pas trop mauvais. je dois faire 10% C'est- mentalement, je fais 10% de mon âge légal, moi, je crois. Alors moi, je suis Donc, quelqu'un de sérieux. Il n'y a pas aucun problème. je viens de fêter mes Oui, 6 ans, moi, ça me va, moi. Ok. Ouais, Bon, eh bien, merci beaucoup. ouais, merci Et beaucoup, À puis, bientôt. Anne-Chantal. Merci à tout au le monde revoir. de nous avoir Ciao, écoutés. ciao. Et merci à tous les spectateurs. Ouais, bonsoir Et tout le c'est monde. Puis, et puis à une future vidéo, à une future interview. Alors, on sait pas encore qui, mais ouais, on sait pas encore qui. ça sera du Si, lourd. prochain, on sait. Ah, si le prochain, oui, le prochain, Prochain, on sait c'était pote. bientôt. C'est un C'est- couple, ouais. Un et, couple adorable. Enfin, personnellement, je suis fan, mais enfin, ok. vous verrez qui c'est. Et puis, bah, après, je suis en train d'y bosser dessus, donc Hmm. bah, ça va être surprise. Ok. Ah, si j'ai un petit truc. Décidément, ça va être dur de s'arrêter. C'est dans ton bouquin, tu dis que tu as accueilli Jean Ragnotti chez toi lors d'un rallye d'Ypres, ou je sais plus si c'était chez toi ou chez François. Oui, c'était chez François. Ouais. On était en reconnaissance à Ypres parce que nous, comme on ne pouvait pas courir, bah, on faisait toutes les reconnaissances comme si on allait courir. Et donc, on était tout le temps fourrés à Ypres pendant le mois précédant l'épreuve. Et on a raconté des spéciales comme des sagouins à fond, de préférence et avec n'importe quelle monture qu'on nous prêtait, qu'on avait, etc. Ça s'est souvent fini avec les voitures des parents de François, d'ailleurs, je ne vais pas trop le dire. Et, après, je vais raconter une autre anecdote. Et du coup, un soir, on tombe sur Jean Ragnotti et Pierre Timonier, qui était son copilote de l'époque. Et puis il nous dit, mais t'es qui toi? Arrête de nous suivre, tu vas te planter et tout. Mais non, non, je veux pas me planter, je veux devenir pilote professionnel. Non, il fallait du culot pour dire ça, quoi. Donc ça, c'était François qui parle, évidemment. Et puis, alors ils se marrent, les deux, là, ils se marrent, et puis ils disent, mais vous êtes où? Vous êtes quoi? Vous êtes inscrit à la course? Non, mais on habite à 25 km d'ici, donc tous les soirs, on vient reconnaître, parce qu'il faut qu'on s'imprègne du parcours, etc., qu'on rencontre des pilotes pour devenir professionnels. Donc les mecs, ils étaient morts de rire, évidemment. Et puis, donc, Ragnotti et Timonier nous disent, bah écoutez, et puis on dit à François, François leur dit, si vous voulez venir chez moi, vous êtes bienvenus, je vous ferai à manger. Ah bon, bah, c'est super gentil et tout. Le lendemain soir, qui arrive? Ragnotti et Timonier, avec la R5 Turbo Mulet, sur la grande place du village de Cassel. Qui faisait un bruit infernal. Ils se gardent dans la maison. Putain, on était là. On leur a fait frites côte de porc, c'est ce qu'on bouffait principalement à l'époque. Et on a passé une soirée incroyable avec eux, mais il était super tard, c'est après leur reconnaissance, donc c'est genre 11h30 du soir. Non mais un truc de fou, le truc de rêve dont tu peux, quand t'es gamin comme ça, on avait 18 ans, hein, tu peux pas imaginer une seule seconde que ça peut exister, quoi. Et bah si. Et à propos de voler les voitures des parents successifs, moi j'ai aussi un petit peu. Moi je me suis retrouvée à 16 ans chez les flics sans permis pour aller voir une copine avec la Diane de mon père. Et François, son père gare à la voiture une 323i série limitée, Biton,
gris clair, gris foncé de la série E21. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 82. J'en ai eu une comme ça. Ouais. Magnifique. Collector, Ouais. sublime. Autobloquant, machin, etc. Patin couffin, version tout à légère. fait, Et, tout. Et la bombe de l'époque. Et donc, il avait ça. Donc, on lui piquait régulièrement. Et puis à chaque fois, il disait putain, j'ai plus encore une fois plus de plaquettes et plus de pneus. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole en plaquettes et en pneus? Donc, bref. Et un jour, il ne gare pas la voiture dans le garage, il la gare dehors et il se la fait voler. Sauf que nous, on dormait au-dessus. Moi, j'étais déjà virée de la maison depuis longtemps. On dormait au-dessus. Et du coup, on entend ça. Et on entend son père qui crie revoilà, revoilà. Et donc, François se lève, descend directement, voir qui était en train de voler la voiture. Les mecs se barrent, n'ayant pas pu démarrer la voiture, parce que surpris en plein, essayer de la voler. Ils se barrent, ils étaient venus avec une autre voiture. François monte dans la voiture, démarre la caisse et se barre à leur poursuite. Et il tente de les pourchasser. Bon, les autres avaient pris genre 3-4 km d'avance, mais il les rattrape et tout. Ils arrivent vers Saint-Omer. Et puis après, il fait demi-tour en disant là, je tombais dans un traquenard, il les avait emmenés dans une cité et tout ça. Mais ça, il nous le raconte après. Donc moi, j'étais super angoissée parce qu'en me disant mais, où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est parti. Et j'étais super angoissée, et pour cause. Et donc, la voisine arrive, les gens arrivent, les machins, ils avaient entendu, le père avait appelé les flics, donc tout ce petit monde-là, il y avait 6 ou 8 personnes sur la place de Cassel, et François revient avec la voiture. Ah, ouf, il arrive et tout ça, c'est bon, il se gare, machin. Et puis il sort, et puis il explique, et puis machin, puis à un moment, je fais putain, François, t'es tout nu, t'es tout nu. Il était sorti à poil, et il était parti à poil, sans slip, rien du tout, à la poursuite des voleurs. Cette rigolade. Quand il s'est rendu compte qu'il était à poil, on était tous comme des cons. Et la voisine a fait, mais en fait, personne dans l'absolu, personne n'avait fait gaffe. Juste la première minute, personne n'avait fait gaffe parce qu'on était tous absorbés par ce vol de voiture. Tu parlais de Jeannot, là. Il y a une petite, il y a Philippe Mermet qui passe. C'est un garçon qui allait vite aussi. Ouais. Le Jeannot sur Grenoble, je repense à ça parce que bon, tu as parlé de lui. Et puis comme on a l'ami Jean-Claude Andruet qui défraie un peu la chronique en ce moment avec son article sur le Monte-Carlo, là. On était chez Gontier Pneus, c'est un garage mondialement connu sur Grenoble de pneus. Et pendant les recos du Monte-Carlo, tout le monde s'arrêtait chez Yves. Il était en contrat avec un peu tout le monde et il filait les pneus et puis les usines le payaient après, tu vois. Et je sais plus qui y avait là. Il y avait déjà des Fiat usines. Non, pas des Fiat. Enfin, je sais plus. Mais une escorte groupe 4, c'est clair. Un Finlandais qui passait par là. Et puis c'est l'année où c'est 77. C'est l'année où Jeannot l'a fait avec une Golf GTI. C'est juste l'année juste avant les planches à roulettes. Et il arrive façon Ragnotti, il se gare au frein à main sur le parking devant chez Gontier. Il descend hilar avec un sourire jusque-là. Et puis je ne sais plus qui lui demande s'il avait vu Andruet. Et là, il éclate de rire. Il dit ouais, on l'a vu, mais il s'arrêtera pas. Il dit pourquoi il s'arrêtera pas? Il dit il doit être vexé. Il dit pourquoi? Il dit dans la descente des balcons de Beldon, il m'emmerdait devant, il voulait pas me laisser passer, alors je l'ai poussé. Et puis finalement, il m'a laissé passer, et puis je l'ai largué. Il doit être vexé, il s'arrêtera pas. Et effectivement, peut-être 5 minutes après, 10 minutes après, on a vu passer Andruet sur le boulevard Gabriel Péry. Là. Il est passé, il a regardé, voilà, et il s'est pas arrêté. et le Jeannot, mort de rire. Ragnotti dans le texte. Avec du Ragnotti, ouais. Le peu que je l'ai croisé, c'est toujours le même. Hein. Ok, c'est sur ces... Vas-y. Ça fait partie de la personnalité que j'espère avoir sur le mois d'avril. Et puis, le prochain, on en a beaucoup parlé ce soir aussi. Un certain François, faut que je lui renvoie un courrier là. Je vais voir s'il nous fait la bonté avec ses fils qui sont passés tout à l'heure. D'ailleurs, si vous nous écoutez encore, dites un petit mot à papa pour moi. Voilà. Ok. Bon, ça sera le mot de la fin. Encore merci. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Chantal. C'est toujours, comme je dis, c'est toujours un moment, c'est le genre de moment passionné, c'est toujours excellent. Et puis, à bientôt, du coup, pour une prochaine interview et pour notre prochain live débriefing du rallye de Croatie. Je sais pas si tu y vas, Anne-Chantal.
Non, je pense pas. Je suis allée l'année dernière. Hmm. C'était intéressant. J'avais C'est un des beau trucs rallye. super sympa en plus. Ouais, Excusez-moi, chef, il y a le Mexique avant. Ah, le Mexique, avant. Exact, oui, exact. Exact, ouais. Bon, bah, il y aura le Mexique, oui, tu as raison. Ouais. Ok. Eh bien, Bonsoir tout ciao. le monde. Merci, bonne soirée. À bientôt tout le monde. Au revoir, merci. Et merci.